Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue chez Karine, merci d'être venus nombreuses et nombreux ce soir. On est extrêmement heureux d'accueillir ce soir les éditions du Tripode, Frédéric Martin et Lucie Eplé, qui vont être ce soir nos libraires d'un soir. Et donc je vous passe la parole. Ça se passe tout de suite comme ça? Tout de suite. D'accord. Alors déjà il y a une révélation. Lucie, on dit Eple ou Eplé? Eple. Oh pardon. Non, parce que ça fait 1 an que je l'appelle comme ça, donc ça se trouve elle vous est pas à me le dire. Ça vient de Apple en anglais, c'est norvégien. Ça veut dire pomme. C'est vrai, t'es Lucie la pomme? Bon alors tiens, dans la catégorie des scoops comme ça, vous connaissez les éditions Ibolia Virag? C'est une maison d'édition qui est spécialisée en littérature hongroise. Et en fait, Ibolia Virag en hongrois, ça veut dire Marguerite la fleur. Voilà, il y a des noms comme ça qui perdent un peu quand on les traduit. Libraire d'un soir. Lucie, tu commences ou je commence? Je veux bien commencer pour comme ça non. faire le meilleur pour la fin. Ah non, mais toi tu vas tout de suite dans les textes, il n'y a pas de discours, il n'y a rien. Bon, non. C'est une battante, hein, Lucie. Elle est, tu lui donnes une mission et elle fonce. Vas-y si tu veux faire un discours. Ah oui, en fait, t'es comme ceux qui veulent passer à l'oral tout de suite en premier, comme ça après ils s'assoient et c'est fini. Super. Bon alors, on va dire que tu passes en dernier. Non. Non, mais on va quand même entrelarder. Donc l'idée, on se connaît pas encore tout à fait, parce que ça fait 3 jours qu'on travaille ensemble. Et en même temps, je pense qu'on a le même défaut, c'est qu'on adore jouer à la marchande. C'est-à-dire que travailler sur des textes, c'est super, mais les transmettre, c'est beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'on a rarement l'occasion d'être libraire. Parce que la plupart du temps, quand on parle de texte, on en parle à des journalistes ou des libraires, et c'est pas du tout le même rapport. Parce qu'on sait déjà qu'il y a un facteur fatigue. Vous entendez parler de beaucoup de livres. Chez les journalistes, il y a d'autres facteurs encore plus terribles qui font qu'ils lisent de moins en moins. Par contre, quand tu es sur un salon, par exemple, et que tu parles d'un texte, en tout cas pour ma part, je sais que le rapport au livre redevient complètement différent, c'est-à-dire que tu te remets toi-même en situation de lecteur. C'est-à-dire, quelle est l'émotion qui t'a fait lire un texte et qui va te donner envie de le donner à quelqu'un d'autre, comme vous passez un livre à quelqu'un que vous aimez bien parce que le livre vous a touché. Donc ce soir, on va essayer de faire ça. On est 2, on a 7 livres, peut-être 8 même. Voilà. Sachant, et c'est pour ça que ça va être une soirée un peu alcoolisée, c'est que c'est la première rencontre que fait la maison d'édition depuis la mort de Jean-Jacques Pauvert. Et en fait, la rencontre s'était décidée avant la disparition de Jean-Jacques, le 27 septembre. Et très vite, je crois, je t'ai envoyé un petit mail en disant on va rajouter un texte en hommage à Jean-Jacques parce que cette soirée, elle lui est un peu dédiée aussi. Voilà. Et puis, comme ça fait que 3 jours que Lucie est là, on n'a pas eu le temps de boire encore, donc on va aussi un peu fêter son arrivée ce soir. Et la sélection des livres est aussi un peu axée sur je pense, ces 2 caractères, c'est-à-dire Pauvert et Lucie. Il y a un côté à la fois très délirant et très politique dans le choix des livres. Mais peut-être que tu peux expliquer avant même d'en parler pourquoi tu as choisi ces 2 textes-là. Alors moi déjà, je voudrais dire que j'ai pas du tout l'habitude de présenter des livres, puisque mon boulot avant, ça consistait à faire parler les gens. Donc du coup, je leur posais des questions, c'était très pratique. Donc pour structurer une pensée, pour présenter un livre de façon concise, avec la flamme, c'est vraiment la première fois que je le fais. Voilà, déjà. Et j'ai choisi ces 2 livres. Alors un, c'est un essai, c'est pour ça que je voudrais en parler en premier, parce que ça va être le moins sexy de l'affaire. Mais c'est un essai qui est pour moi complètement fondamental. Je pense qu'il l'est aussi un petit peu objectivement. Et qui est le livre Le Retour du Prince, donc Prince de Machiavel, de Roberto Scarpinato, qui est le dernier juge anti-mafia de la génération Falcone et Borsellino, qui est encore en vie, puisqu'ils ont absolument tous été assassinés. Les derniers étant Falcone et Borsellino en 92. Avec voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez des images des attentats, mais c'était vraiment une boucherie. Et c'est le premier juge qui a décidé de coucher sur papier, c'est-à-dire de briser la loi du silence dans les cercles judiciaires italiens et de coucher sur papier son expérience. Donc ça fait plus de 20 ans qu'il est en fait magistrat, voilà, je commence à être confuse, il est magistrat au parquet de Palerme et chargé des affaires anticorruption italiennes. Et il est aussi responsable, il coordonne avec d'autres juges européens à l'échelle européenne la lutte anti-mafia et anticorruption à l'échelle européenne. Donc c'est vraiment la mémoire de l'histoire anti-mafia italienne.
Et j'ai choisi un roman après. Alors je me suis rendu compte après que c'était un petit peu manichéen, bien que je ne sois pas du tout marxiste, mais Dandy, c'est un roman qui est paru aux éditions Tusitala, donc une jeune maison d'édition qui existe depuis maintenant 1 an et demi ou 2 ans. Et voilà, ils ont un catalogue qui est de la fiction, donc roman étranger, traduction, avec un aspect extrêmement social. Et Dandy, c'est l'histoire d'un couple des bas-fonds, à la lisière de la marginalité la plus extrême. Donc Artie et je me souviens plus du nom de Jolène, voilà. Et voilà, donc je me suis rendu compte que c'était l'histoire politique des puissants et des accointances entre les sphères du pouvoir. D'un côté avec le retour du prince, et puis Dandy, c'est le point de vue de Richard Kraviec, qui est lui-même travailleur social et qui a écrit cette fiction en s'inspirant beaucoup des témoignages qu'il a dans son métier, puisqu'il réalise beaucoup d'ateliers d'écriture avec des gens défavorisés. Donc voilà, je ne les ai pas choisis pour ça, mais je me suis rendu compte que l'un faisait bien la balance de l'autre. Tu as quand même un côté un peu révolutionnaire, je me souviens. Oui. Quand on a commencé à réfléchir sur ce qu'on allait faire ensemble, elle me regarde à un moment, très vite en fait, et elle me dit « Bon, on va faire punk ». J'ai toujours pas très bien compris exactement ce qu'elle entendait par là, mais ça m'a fait du bien parce que je pense qu'en tout cas, même si le choix des livres que j'ai fait de mon côté est plus décidément ancré dans la littérature, puisque ce sont, je fais attention, je regarde, ce sont que des romans, à l'exception de Marcel Cohen, que justement je mets un petit peu en retrait, mais je reviendrai dessus après pour expliquer pourquoi, mais c'est effectivement que des romans, mais qui ont une particularité pour moi, et je m'en étais pas rendu compte parce que c'est vraiment des choix que j'ai fait spontanément, avec pour contrainte que ça ne soit pas des textes de la maison d'édition. Bon, il y a les 120 journées de Sodome de Sade, mais on peut dire que Sade n'a pas attendu le tripode pour être publié. Ce sont des textes qui sont écrits par des figures insurrectionnelles. Qu'on prenne Sade, Bettencourt, Chris Marker, Kivirac, j'en parle pas, c'est pas moi, Alfred Jarry ou Jack London, je pense que je les ai tous cités. C'est sur quoi je vais insister ce soir, c'est d'expliquer comment ces livres sont aussi la manifestation d'une forme d'exaspération. Et ça rejoint quelque chose à laquelle je tiens beaucoup et je pense qu'il pourrait définir quasiment la littérature. On ne peut pas être un grand écrivain si on ne porte pas en soi une forme d'exaspération par rapport à la société dans laquelle on est. Voilà, donc on ne va pas faire la révolution ce soir, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'envie de révolution dans tous ces textes. Tu commences par le prince, le retour du prince. Donc le Roberto Scarpinato, donc comme je vous l'ai dit, c'est le dernier juge anti-mafia encore en vie, et moi je l'ai rencontré pour la première fois. Donc il est édité par La Contre-Allée, qui est une maison d'édition lilloise, qui est une maison qui a 5 ans d'existence maintenant, je crois, et voilà, qui fait un excellent travail. Je vous conseille d'aller regarder leur catalogue, parce que c'est pas seulement de l'essai, il y a aussi de la fiction, ouais, du très bon boulot. Et ils l'ont invité au Salon du Livre d'Arras, qui est le salon d'expression populaire et de critique sociale. Donc moi j'ai lu Le Retour du Prince à cette occasion. Ils m'ont demandé si je voulais l'interviewer et j'ai dit non parce que j'avais trop peur, il m'intimidait trop, c'était juste de la folie quoi. Donc j'ai interviewé sa traductrice qui travaille pour la maison d'édition et qui l'accompagne partout, Anna Rizzello. Et puis donc j'ai rencontré pour la première fois ce monsieur à Arras et j'ai vu un monsieur absolument normal en fait, hein. Il n'avait pas de costume de super-héros, se promener dans les rues d'Arras entouré de 10 gardes du corps avec des mallettes et regarder les vitrines comme un gamin de 10 ans quoi. Il regardait toutes les vitrines de la ville d'Arras et en fait on m'a expliqué après qu'il était profondément esseulé depuis 20 ans. C'est-à-dire, je ne sais même pas s'il a une vie de famille, je ne pense pas en fait. Il vit dans sa maison qui est surprotégée avec ses gardes du corps tout le temps. Donc c'est énormément de solitude et plus un juge en Italie est solitaire, plus il est vulnérable. Donc le fait qu'il couche aussi sur papier toute son expérience depuis 20 ans, c'est à la fois parce qu'il a envie de donner à la société civile les arguments de son émancipation et de sa maturité, puisqu'il dit que la société italienne est profondément immature politiquement, mais aussi voilà, je pense qu'il y a à la fois de la passation et puis c'est des personnalités qui sont en danger de façon, tout le temps en fait. Je l'ai revu aussi au Salon de littérature européenne de Cognac. Il est venu aussi avec ses gardes du corps et ses mallettes. Voilà, et il comprend pas le français, donc
Il parle aux gens de façon très naturelle avec sa traductrice, et sinon il passe son temps à manger des petits fours, il adore ça, il est hyper gourmand. Enfin, donc voilà, c'est vraiment des rencontres un petit peu spéciales quand on a lu ses bouquins et que on connaît le caractère héroïque du personnage, parce que vraiment c'est le cas. Et il a travaillé donc depuis 20 ans à tous les procès, notamment les maxi-procès, je reviendrai dessus, qui ont eu lieu en 86, qui sont les premiers procès de mafieux, et qui ont inscrit le délit d'association mafieuse dans le code pénal italien. Donc avant 86, il n'y avait pas de délit d'association mafieuse en Italie. C'est complètement hallucinant, mais c'est un droit qui est venu très très tard. Je regarde mes notes. Donc voilà, c'est le caractère du personnage qui m'a donné envie de vous en parler. C'est aussi parce qu'il y a un mois ou deux, il a à nouveau, et ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, reçu des menaces, c'est-à-dire qu'il est rentré chez lui, donc sa résidence hyper surveillée, et il avait quasiment sur son bureau une lettre de menace qui lui donnait tous les déplacements qu'il faisait, voilà, depuis des mois, on sait où tu vas, etc. Donc ça veut dire qu'encore une fois, il y a eu une faille dans le système de sécurité, malgré voilà, le fait que ce soit le dernier juge anti-mafia de cette génération, il est encore menacé. Il a été invité par Mediapart, ils ont fait une journée sur la corruption, qui est visible en ligne, et je vous la conseille parce qu'elle est passionnante, où il est invité. Il est venu en avion diplomatique, carrément, donc voilà, c'est pas... L'Italie n'est pas sortie de la pieuvre et de la menace mafieuse. Et j'avais envie d'en parler aussi, parce que moi j'ai pas du tout fait de droit, et du coup c'est vrai que quand on n'a jamais fait de droit, on se rend pas bien compte à quel point le droit régit nos vies. Que ce soit à une échelle macro, la société, ou que ce soit même nos vies quotidiennes, l'accès à l'information. Moi je savais pas du tout, par exemple, avant de m'intéresser à l'Italie par Scarpinato, que l'indépendance de notre justice en France laissait vraiment à désirer par rapport aux autres pays européens. C'est quelque chose que je ne savais pas du tout. L'exécutif a une mainmise sur le juridique en France, et c'est quand même la porte ouverte à tous les excès en matière politique. Une justice qui est non indépendante. Donc, selon Scarpinato, il y a deux pôles extrêmement importants, c'est les médias indépendants, et moi j'inclus aussi la liberté dans l'édition, par la force des choses, dans l'expression d'organes de presse et d'édition qui sont indépendants, et l'indépendance du système judiciaire. Donc en fait l'Italie, c'est à la fois tout ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire que Roberto Scarpinato explique que la mafia et la corruption n'est pas une déviance du système politique italien, mais qu'il s'est construit avec la corruption. Donc en fait c'est pas une déviance, le système est fondé là-dessus, et donc du coup pour le coup, comme disait Fred, c'est une vraie révolution à laquelle il faudrait procéder en Italie pour qu'une démocratie moderne arrive. Et puis dernière chose, j'ai eu très envie de présenter ce livre. Je n'ai jamais fait de droit, et ça veut dire que je comprends rien au langage juridique. Enfin, clairement, je peux pas ouvrir un code civil, j'y comprends absolument rien. Et il a l'art, c'est un homme d'une érudition phénoménale, humaniste. Alors il invoque dans son livre Machiavel, Arendt, avec la notion de banalité du mal. Il parle aussi de Pasolini, il parle aussi énormément d'ethnologie, de sociologie politique, avec une simplicité. C'est vraiment un essai accessible à tout le monde, et je crois que c'est le premier livre qui traite autant en profondeur d'enjeux qui sont macroscopiques et fondamentaux que je comprends du début à la fin. C'est vrai, c'est important. Donc pour moi c'est la somme sur la corruption, pas seulement italienne, à avoir dans sa bibliothèque, Le Retour du Prince. Voilà, en plus il est fait de telle façon que chaque chapitre peut se lire indépendamment l'un de l'autre. Il est aussi très pédagogique, donc il répète les notions. C'est-à-dire qu'il part d'une base, il va la répéter pour construire son raisonnement, etc. Donc c'est vraiment extrêmement pédagogique, et de la part d'un homme tel que lui, je pense que ça révèle aussi une humilité, voilà. Je vais pas la faire aussi longue que prévu en fait, mais je voudrais quand même dire que tout l'aspect ethnologique
dont il parle quand il mobilise des notions de sociologie de la déviance ou d'ethnologie ou de sociologie des micro-sociétés pour expliquer l'archaïsme des modèles de corruption, à quel point ça peut coûter sur l'économie d'un pays. C'est vraiment hyper intéressant. Il parle des familles mafieuses comme de tribus. Donc on est vraiment dans une espèce de néo-féodalité en fait. Et cette néo-féodalité, elle a repris pied et repris souffle dans les années 80. Donc c'est pas quelque chose voilà qui serait notamment à la chute du mur de Berlin, où il explique que la mafia avant la chute du mur est un espèce de rempart au communisme, et donc c'était les hommes de main, c'était la mafia militaire, et qu'après la chute du mur, il n'y avait plus besoin de ce barrage au communisme, et la bourgeoisie est devenue, la mafia est devenue une mafia bourgeoise. Et donc là on est re-rentré dans une espèce de féodalité familiale avec les clans claniques. Et avec un coup sur l'économie, voilà, aucune pensée du bien commun, avec une échelle de valeur qui peut faire penser à nous à la féodalité française au Moyen-Âge, à la Fed, c'est-à-dire ces espèces de mouvements de vengeance interfamiliales qui pouvaient durer des siècles et des siècles. Donc on est ces phénomènes de régression, il y a de vrais effets retours aujourd'hui. Et l'Europe, il explique que l'Europe, avec ses lois anti-mafia, pose des garde-fous à l'échelle européenne, mais qu'en fait, il y a une forme d'inopérabilité à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'il y a encore des politiques italiens qui font des lois pour faire en sorte de bloquer les lois européennes. Donc ils peuvent pas, les pare-feux peuvent pas être appliqués en Italie. Et la mafia mute, c'est-à-dire qu'on n'entend plus parler d'assassinat, mais en fait, si demain la violence politique pouvait revenir en Italie, il y aurait de nouveau des vagues d'assassinats parce que la mafia, selon Scarpinato, n'a jamais baissé en puissance ni en quantité. Voilà. Et elle s'européanise, c'est-à-dire qu'ils s'organisent entre les pays. C'est pour ça notamment qu'il y a une recrudescence de la violence dans le sud-est de la France, parce qu'il y a des accointances transfrontalières entre les familles en fait. Donc on n'en entend pas parler, mais la pieuvre, elle mute, elle prend d'autres formes, et elle est suffisamment, elle y arrive parce que c'est pas seulement des bandes qui se battent dans la rue, parce que c'est une transversalité à tous les échelons des sphères sociales, c'est-à-dire la société civile, les plus riches et les plus puissants, le pouvoir économique, les plus puissants, les pouvoirs financiers, les plus puissants, les politiques, les plus puissants. Et c'est cette transversalité qui fait que elle est mouvante et qu'elle elle peut muter et s'adapter à tous les climats politiques, à tous les régimes politiques. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, c'est juste passionnant. Je voudrais juste vous lire quand même un extrait de la préface. Je suis vraiment un peu floue, je suis désolée. Alors, donc c'est son avant-propos. Oui, j'ai oublié de dire la base, c'est que c'est un entretien avec le journaliste Saviero Lodato, qui est le journaliste anti-mafia hyper connu en Italie et qui lui aussi très souvent inquiété. Donc c'est pas un essai fleuve, c'est vraiment question-réponse, c'est dynamique. J'ai passé ces 20 dernières années dans un lieu qui ne laisse pas de place à l'illusion. En bien comme en mal, ici la vie est nue et se révèle pour ce qu'elle est. Pour certains, il peut être tentant de l'ignorer, mais tôt ou tard, elle vous force à la regarder en face. Pour la plupart, c'est comme voir le visage de la méduse. Vous aurez de la chance si votre cœur ne reste pétrifié pour toujours. Pour d'autres, c'est perdre son innocence et assumer un regard neuf sur soi-même et sur le monde. Si, comme le disait Pablo Neruda, l'important n'est pas de naître, mais de renaître, ici est le lieu où l'on a de grandes chances de mourir ou de renaître. Ici, penser n'est pas un luxe, mais une nécessité pour éviter que ce que vous n'avez pas compris à temps ne vous tombe dessus à l'improviste, comme en embuscade, et ne vous trouve sans défense. En arrivant à Palerme il y a plusieurs années, je constatai avec étonnement que Giovanni Falcone gardait dans son bureau une télévision allumée sur laquelle le télétexte défilait en permanence. Parfois, alors qu'une nouvelle apparemment sans lien avec son travail de juge s'affichait à l'écran, il devenait songeur, comme s'il fallait déchiffrer dans l'instant tout événement, une société cotée en bourse, la nomination d'un ministre, pour en saisir le code secret et calculer l'éventuel enchaînement de ses répercussions à l'échelle globale. Comprendre où et comment se déplaçait le pouvoir réel du pays, c'était comprendre où et comment il fallait se déplacer à son tour pour éviter d'être pris au dépourvu ou d'avancer en terrain miné. Avec le temps, cette leçon a commencé à faire partie intégrante de moi. Elle m'a singulièrement marqué après les meurtres de Falcone et Borsellino.
Par moments, il m'arrive de penser que le premier est mort parce que son extraordinaire intelligence avait pour une fois été dépassée par les événements. Le second, au contraire, mis en garde par le massacre de Capaci, avait pu anticiper ce qui l'attendait. Il avait vu la mort s'approcher, pas à pas, telle la victime sacrificielle d'un pays trop lâche et immature pour savoir observer sa propre réalité, protéger ses meilleurs enfants et ainsi assurer son salut. Alors que dans les autres pays européens, la criminalité ne fait pas l'histoire, concernant essentiellement les couches les moins intégrées, les moins instruites de la société, en Italie, l'histoire nationale, avec un grand H, est inextricablement liée à l'histoire de la criminalité des secteurs significatifs de sa classe dirigeante. Si bien que dans certains tournants essentiels de l'histoire, il n'est pas donné de comprendre l'évolution de la première sans saisir ses connexions avec la seconde. Je suis conscient du fait que le lecteur, patient, accoutumé de longue date à s'entendre conter des histoires rassurantes qui finissent bien, dont les protagonistes ne sont que champions absolus du mal ou héros solitaires, pourra parfois au fil des pages sentir son sang se glacer face au dénouement de cette histoire de famille terrifiante et inachevée qui nous concerne tous. Cependant, comme je l'ai dit au début, je vis depuis trop longtemps déjà en un lieu qui ne laisse pas de place à l'illusion, et je ne suis plus capable de raconter des contes de fées. Alors ça a l'air triste et très tragique, ça l'est, mais en fait, je pense que c'est un grand idéaliste et qu'il a il a une foi justement. Il croit encore en la société italienne malgré tout ça, même s'il ne peut plus raconter de contes de fées. Le désenchantement ne veut pas dire la fin des idéaux. Voilà pour vous. Du coup, j'ai la transition, parce que je ne savais pas par quel livre, pour ma part, j'allais commencer. Et avec ce que tu viens de dire, je vais commencer par Jack London. Ça me semble évident. Est-ce que certains d'entre vous ont lu Le Vagabond des étoiles? Personne? Ouais. Non, je l'ai pas lu. Oh punaise. Vous allez, à mon avis, pas avoir assez d'exemplaires. Parce qu'en tout cas, moi, dans mon cœur, il est dans mon top 5. Et ça surprend toujours un peu les gens qui me connaissent quand je dis ça de ce texte. Jack London, on le connaît pour Cro-Blanc ou Martin Eden à la limite. C'est une écriture assez simple en général, assez rustique même, qui peut paraître assez éloignée de ce que je publie. Des auteurs comme Saer ou Wolfson par exemple sont des écritures extrêmement, sinon raffinées, parce qu'avec Wolfson on ne peut pas dire ça, assez sophistiquées. London, c'est pas du tout ça, et en même temps c'est un auteur que j'aurais rêvé publier, parce qu'en termes de justesse, c'est un des auteurs les plus merveilleux que je connaisse. Donc rapidement, son parcours personnel et un parcours de la misère. C'est quelqu'un qui a vraiment grandi dans des conditions. Alors, il a un peu exagéré dans ce qu'il en racontait. Ses biographes après sont aperçus que c'était pas aussi terrible que ça, mais il a quand même connu la dysenterie enfant. Il a connu le vagabondage à l'âge de 15 ans. Il a enquillé les boulots les plus misérables. Jusqu'à aller donc en Alaska pour une ruée vers l'or à la fin du 19e siècle. Et c'est là qu'il s'est chargé d'histoire et d'expérience. Son œuvre est essentiellement bâtie, on va dire, sur deux piliers qui sont l'appel de la nature, ou l'appel sauvage, pour reprendre The Call of the Wildness, pour reprendre un de ses titres, et puis une dénonciation de la misère, de l'ordre social. C'est quelqu'un qui politiquement était très engagé, il était socialiste, qui aux États-Unis au début du XXe siècle revenait à être communiste et d'extrême gauche, c'était à bannir. Et lorsqu'il a commencé à avoir du succès avec ses textes, qui étaient fondés sur ces deux piliers-là, ça s'est pas forcément arrangé pour lui. Il est devenu très riche, mais la maladie et l'alcool ont fini par avoir sa peau, et donc il est mort à l'âge de 40 ans. Dans des conditions assez sordides. Certains ont même affirmé qu'il s'était suicidé. Ça ne serait pas le cas, mais peu importe. Et Le Vagabond des étoiles est vraiment une de ses dernières œuvres. Certains ont même dit de ce texte que c'était son testament philosophique. Et c'est une merveilleuse matrice pour réfléchir à ce que peut être justement la littérature par rapport à du document ou à des textes comme Le Retour du Prince. En fait, Jack London lui-même a connu la prison, et le point de départ du Vagabond des étoiles, c'est l'univers carcéral. Et il faut savoir que la prison aux États-Unis à la fin du 19e siècle,
c'était inimaginable. En fait, les directeurs de prison avaient droit de vie et de mort sur tous les détenus. Parce que tout simplement, il y avait des lois qui permettaient la condamnation à mort d'un détenu qui aurait simplement frappé un gardien. Il y avait des lois de dénonciation qui entraînaient des remises de peine pour tout détenu qui dénonçait un autre détenu. Donc autant vous dire qu'il suffisait qu'un directeur n'ait pas la bonne à un prisonnier ou qu'un détenu avait envie de remise de peine et fasse des faux témoignages, des fausses dénonciations, et c'était donc l'origine de l'injustice pure. Et Jack London a connu ça de très très près. Donc je vous épargne les détails parce que sinon on n'en finira pas de la soirée et on fera même plus qu'une nuit blanche. Mais la préface de Francis Lacassin est très documentée et vous donnera. Mais il est parti d'une expérience réelle où il y a un des compatriotes de Jack London, un des compagnons de cellule, qui a connu l'expérience de ce qu'on appelle la chemise. Et en fait la chemise c'est la camisole carcérale dans ce qu'il y a de plus violent. En fait, c'était un système où on mettait le prisonnier allongé sur une bâche en plastique qui était formée d'œillets, qui était terminée par des œillets, et on refermait la bâche sur le détenu qui était allongé. La largeur était telle que la bâche ne recouvrait pas complètement le prisonnier, et là, avec des systèmes de lacets, on serrait très très fort pour lui donner le sentiment de l'asphyxie. En général, les détenus tenaient 10 minutes avant de hurler de peur et de douleur. Et au bout d'une heure, en général, on devenait fou. Voilà. Et le texte de Jack London part de ça. On suit un personnage, parce que ce n'est pas c'est pas du tout même un document, en fait. Le personnage qu'il met en place vient d'être incarcéré pour un crime passionnel, c'est un belliqueux, mais c'est pas un mauvais homme, on le comprend très vite. Et à cause d'une fausse dénonciation, il va être... le directeur de la prison va être convaincu qu'il a introduit et caché de la dynamite entre les murs de la prison. Et il va vouloir à tout prix lui faire avouer où est cette dynamite, qui n'existe pas. Et donc le régime de la torture va monter en puissance. Et ce texte est un plaidoyer tel contre la violence et la bêtise humaine que, après la parution du livre, ou en fait, après la parution du livre en feuilleton, parce qu'il est d'abord sorti dans la presse, les lois ont été changées. Donc il a porté déjà une première fois sur ce qu'il voulait faire, mais là où c'est encore plus beau et où moi ça me touche profondément, c'est qu'il a eu besoin, et c'est difficile d'expliquer qu'il a eu raison, enfin pour moi c'est évident que le roman ne pouvait pas exister autrement, de dépasser le cadre du témoignage et de la dénonciation. Il a mis en scène son personnage pour qu'il devienne un vagabond des étoiles, a star rover en anglais. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois qu'il va connaître les premières expériences de la camisole, il va se plonger dans des états presque d'inertie physique. Donc la première scène est magnifique. Il est serré à mort par cette bâche. Il panique. Et en fait, un co-détenu lui a appris que s'il arrivait à tuer son corps, son esprit allait pouvoir s'émanciper et se détacher de son corps. Et ce livre, à ce moment-là, va basculer dans les mille et une nuits, parce que non seulement, effectivement, il va réussir, je ne sais pas si vous vous souvenez dans... comment s'appelle ce film? Kill Bill. Quand elle se réveille et qu'elle veut réanimer son orteil. Eh bien là, il va faire le contraire. Il va commencer par vouloir tuer son premier orteil, le petit orteil du pied, pour progressivement tuer tous ses orteils, et il va faire remonter la mort dans son corps, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Donc il éteint même son cœur. Et à ce moment-là, son esprit se libère, il va aller dans les étoiles, d'où le titre du livre. Et là, il se passe un truc extraordinaire. C'est qu'en plus de s'être détaché de son corps, son esprit libéré va se souvenir de toutes les vies antérieures qu'il a connues. Et là, c'est mon côté bon public. J'adore aller voir des blockbusters, c'est ce que je partage avec Bol, par exemple. Et maintenant avec ma femme, j'ai mis des années à la convaincre, mais maintenant on va voir des grands navets au cinéma, c'est qu'il y a cette magie à partir du moment où on accepte de rentrer dans quelque chose, on peut aller très très loin. Et avec ce détenu qui est donc un ingénieur agricole au début du XXe siècle aux États-Unis, qui est mis en prison pour un meurtre passionnel, on va redevenir tout d'un coup un chevalier français au Moyen-Âge, un pirate dans les mers de Corée, et on va épouser une princesse coréenne, un petit garçon qui fait la conquête de l'Ouest et qui va finir de manière tragique, je vous le dis tout de suite parce que c'est une des histoires les plus violentes. Et en fait, ce livre devient un plaidoyer pour l'imaginaire.
il y a une sorte de mise en abîme, c'est que ce qui au départ n'aurait dû être qu'une dénonciation d'un système politique injuste, devient avant tout un acte de revendication de ce que doit être la littérature dans une société. C'est-à-dire qu'un mec qui se met à rêver, eh ben en fait il devient indestructible. Et toute la tension du roman, elle va être magique, c'est que tous les moments d'échappée dans le rêve vont être interrompus par des retours, parce qu'il est au cachot évidemment. Et le directeur de la prison redescend régulièrement pour dire alors maintenant tu vas avouer, et l'autre lui sourit en disant non mais foutez-moi la paix, là j'étais en train de rêver. Et le directeur, croyant le punir, va lui imposer des séances de camisole de plus en plus longues, donc 10 jours sans manger, sans boire. Et en fait, la partie rêve va s'amplifier jusqu'à la démesure. Et quand on termine le livre, l'homme est physiquement détruit. Et en même temps, on n'a jamais été aussi heureux pour un personnage. Voilà. C'est Le Vagabond des étoiles de Jack London. J'ai jamais compris pourquoi ce texte était si peu connu dans l'œuvre de London. On parle toujours, encore une fois, de Cro-Blanc et de Martin Eden. Alors en plus, là, c'est le mot pour les libraires. Vendez-le, c'est du bonheur pour le libraire, parce que vous pouvez être sûr que de la petite grand-mère au lecteur le plus exigeant, vous aurez un retour positif. Ça fait partie de ces livres qui ont une telle grâce qu'on ne peut pas le considérer comme mauvais. C'est impossible. Parce qu'au départ du roman, il y a quand même la rage de cet homme qui sait de quoi il parle. Il a connu les cachots, il a connu la mort quasiment. Hein. Il a vraiment failli crever en prison, London. Et il y a des copains qui sont en train de crever au moment où il écrit ce roman. Et d'ailleurs, parce qu'un des co-détenus du personnage principal dans le roman est directement inspiré d'un type qui allait être condamné. Et en fait, il a sorti le livre trop tard, le mec a été pendu. Voilà pour Le Vagabond des étoiles. Allez, je fais très vite parce que j'ai un peu plus de travail que Lucie, donc en plus on va attendre avant qu'elle fasse son deuxième livre et qu'elle soit en vacances. On est d'accord, hein. Je vais enchaîner très rapidement sur un autre qui me réjouit et qui est dans l'ordre des voyages imaginaires, mais que je vais présenter aussi sous un angle insurrectionnel. Alors je ne connais pas ce titre-là, Histoire naturelle de l'imaginaire, parce que en fait, voilà, moi je l'ai connu par ça. Ce texte-là est repris dans Histoire naturelle de l'imaginaire, mais c'est qu'une partie du recueil. En fait, ce livre est plus disponible, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais trouvé. Il était soldé par l'imprimerie nationale, et je l'ai acheté pour le prix d'un poche quasiment. J'étais étudiant à l'époque, et j'étais tout fier d'avoir un si beau livre, parce que c'est une collaboration en plus entre Bettencourt et Dado. Je ne sais pas si vous voyez qui est Dado, c'est un fou. Voilà, comme je pense que Attila, le tripode, le nouvel Attila, enfin, on aurait aimé travailler avec. Voilà, c'était un type qui faisait ce type de travail. C'était un très grand peintre qui est mort il n'y a pas très longtemps, malheureusement. En tout cas, trop tôt pour qu'on puisse travailler avec lui. Et donc un jour, je suis chez Monalisé et je tombe sur Voyage sur la planète innommée. Pierre Bettencourt. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois l'illustration. Et c'est un vrai bonheur. Et très rapidement, pourquoi je le mets sous un angle insurrectionnel, c'est que Pierre Bettencourt est de cette génération qui, grosso modo, a poussé entre les deux guerres et a commencé véritablement à développer son imaginaire après la Deuxième Guerre. En gros, enfant, ça a vu les gueules cassées, et arrivé vers l'âge... Il est né en 1917, je crois. Ouais, je suis sûr, en fait, j'ai vérifié un petit peu avant de venir. C'est 17. Et arrivé en âge de jeune adulte, bam, il se tape la Deuxième Guerre mondiale. Et pour moi, il fait partie de ces gens qui, un peu comme Michaud, face à la violence du monde, vont introduire une catégorie littéraire, d'une certaine manière, qui est le faux voyage anthropologique. Et donc Michaud, c'est un genre qu'il a largement cultivé, mais je trouve que l'œuvre de Bettencourt est encore plus forte là-dedans. Voilà, donc Voyage sur la planète innommée, c'est tout simplement une sorte d'anthropologue qui, à bord de sa navette spatiale, arrive sur une planète innommée et qui va découvrir un peuple fantastique. Voilà. Et pour moi, il y a presque une position politique à aimer des textes pareils, c'est que c'est forcément un pied de nez à la société, on va dire, dans laquelle on vit. Mais non, c'est justement une forme de société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que un monde très étroit dans lequel on se contenterait de voir ce qu'on voit, et non pas ce qu'on peut imaginer,
n'est pas la vraie société. Et des gens comme Bettencourt ou le surréalisme, voilà, un des principaux cadeaux que m'a fait Jean-Jacques Pauvert, c'est de m'ouvrir au surréalisme de manière intelligente. C'est ça, le surréalisme, c'est pas un autre monde, c'est juste le monde à la puissance monde. Donc ça devient un monde infini. Et pour vous faire comprendre ce que ça donne chez Bettencourt, je vais prendre une page quasiment au hasard. Voilà. Vraiment, je n'ai pas triché. Je tombe sur le passage de l'œuf vengeur. Leurs femmes, au lieu d'avoir des règles comme les nôtres, pondent des œufs, légèrement coquillés, dont leurs maris sont gourmands. C'est ainsi que je surpris l'ami de ma logeuse, un soir, dans la cuisine, attablé devant un œuf à la coque de belle dimension, la taille d'un œuf d'autruche à peu près. Je les savais si susceptibles sur ce sujet, qu'après lui avoir demandé s'il n'avait pas vu mes lunettes, je sortis de la pièce comme si on m'appelait. Mais j'appris que les femmes en général, qui en produisent une dizaine par mois, ont toutes les peines du monde à en conserver quelques-uns pour les couver. Entreprise souvent bien décevante, car l'œuf peut être sans germe. Mais le cœur nous bat, me disait l'une d'elles, tout le temps qu'on attend. Et quand dans son nid d'ouate, on trouve la coquille cassée et le bébé sorti, vous ne pouvez pas savoir notre bonheur. Les maris n'ont pas toujours très bonne conscience, et si d'aventure leur femme les surprend en train d'en avaler un, parce qu'en fait, bon, là je vous épargne les passages précédents, mais les hommes sont très gourmands et en fait ils ont tendance à piquer les œufs de leur femme dans cette population. Donc les maris n'ont pas toujours très bonne conscience, et si d'aventure leur femme les surprend en train d'en avaler un, ils jurent leur grand Dieu que l'œuf était stérile. De toute façon, nul ne l'ignore, ils aiment mieux les œufs que les enfants. D'où de terribles vengeances, mangeant l'œuf fécondé par un ami qui est devenu l'amant de leur femme. Quant aux étrangers, qui le plus souvent s'extasient devant la belle ampleur du bassin des pondeuses, ils oublient qu'il est le support des fesses qui leur servent d'abord à couver. Voilà. Et tout le texte est comme ça. Je vous épargne les femmes papillons. Voilà, qui est bon, c'est vraiment un texte écrit par un homme. Là, pour le coup, je mettrai un bémol par rapport à Jack London, qu'on peut faire lire à vraiment indifféremment les vieux, les jeunes, les femmes, les hommes. Je pense que c'est quand même un texte qui va faire un peu plus rire les hommes, parce que c'est un texte aussi qui travaille sur le désir. Parce qu'évidemment, le voyageur est un homme. Et donc, il y a aussi tout un apprentissage de la sexualité sur d'autres planètes, qui est assez... voilà, parce que les femmes papillons sont avant tout des femmes chenilles. Et donc il y a un passage qui est sublime, où par exemple notre anthropologue va se faire enfermer dans le cocon d'une femme cheville, parce qu'il a eu le malheur de s'endormir avec elle une nuit, et quand il s'est réveillé le matin, c'était trop tard, il était dans le cocon avec elle. Et donc il explique la métamorphose de la femme. Voilà. Bon, c'est un texte trop garçon, donc j'insiste pas trop. Non. Allez, j'en fais un dernier et après on libère Lucie. On fait comme ça. Puisqu'on est sur le désir, je vais vous parler d'un texte un peu spécial où il y a une petite triche, parce que là, c'est pas un texte du catalogue du Tripode, c'est pas un texte du catalogue Attila, mais c'est un texte que j'ai quand même publié chez Viviane Ami et qui en fait, historiquement, est le premier livre que j'ai jamais publié. Voilà. Alors, il faut expliquer ce que j'entends par publier. J'avais déjà publié des textes chez Viviane Ami, mais dans la maquette Viviane Ami. Et il y a eu un moment où j'étais un peu malheureux, je ne vous expliquerai pas pourquoi, mais voilà, avec Viviane il y avait eu un souci, elle s'en voulait un peu de ce qu'elle avait fait, et comme un enfant gâté, je lui ai demandé une faveur, je lui ai dit je voudrais faire un livre mais qui ne soit pas dans la maquette habituelle Viviane Ami, parce que je trouvais ces livres un peu tristou quand même au niveau de la maquette. Et donc c'était du proto-Attila ou du proto-Tripode, parce que voilà, c'est un texte où j'ai fait travailler un dessinateur qui s'appelle Tim, et je vous expliquerai pourquoi en fait ça a été aussi déterminant dans mon rapport au livre, l'intervention d'artistes, puisque c'est une récurrente dans le catalogue du Tripode. Il y a souvent des artistes qui offrent leur regard sur un texte, et il est intervenu donc sur un texte d'Alfred Jarry qui s'appelle Le Surmal. Et là pour le coup je reviens sur les publics potentiels. C'est non seulement un texte qui peut être lu par tout le monde, mais qui devrait vraiment être lu par tout le monde. Écrit en 1902, publié en 1903 à la Revue Blanche. Je ne comprends toujours pas pourquoi ce texte n'est pas mis au panthéon de la littérature française. Tout le monde connaît là aussi Jarry pour Uburoy, qui est un
très chouette texte, mais qui reste avant tout une aventure potache. Hein. Ubu, c'était avant tout une geste d'étudiants, de lycéens qui se foutaient de la gueule en fait d'un professeur de maths. Et quand Jarry est arrivé dans le lycée, il a eu juste le génie de reprendre cette geste qui était écrite de classe en classe, donc d'année en année scolaire, et qui était réécrite, et il l'a magnifiée pour en faire Ubu, le père Ubu. Le Surmal, c'est quasiment son dernier livre en fait. Et bizarrement en plus, c'est son texte le plus facile. C'est un roman qui n'a pas du tout la difficulté des minutes de sable immémorial par exemple. On est simplement avec André Marqueuil, qui va être le Surmal. Je vous vends un peu le cœur du livre, mais on s'en fout. Et le roman s'ouvre sur une soirée mondaine. On est dans la demeure d'André Marqueuil, qui est une sorte de belle résidence très bourgeoise dans le sud de Paris. C'est pas indiqué dans le roman, mais des études ont permis de retrouver le château où ça se trouve. Et en fait, la première phrase du livre, c'est « L'amour est un acte sans importance, puisqu'on peut le faire indéfiniment. » Et tout le monde dans l'assistance croit à la gauloiserie. En gros, on est dans le... Donc 1902, le terme de gangbang ou de partouze n'existe pas encore, mais en gros, on est dans cette thématique pour tout le public. Oh, notre hôte est en train de nous dire que l'amour, ça n'a plus d'importance, parce qu'en gros, on peut niquer à tout va. Alors qu'en fait, André Marqueuil est en train de dire complètement le contraire. Et ce qu'il est en train de dire, c'est quelque chose qui se passe encore aujourd'hui, qu'on n'arrive toujours pas à assimiler, et surtout à surmonter. Quand j'avais lu le roman pour la première fois, j'ai tellement été troublé de sa modernité, et d'ailleurs c'était le sous-titre du roman, parce que le roman, Jarry situe son action dans les années 20, donc c'était un roman de science-fiction pour l'époque, et je me suis dit, bon d'accord, pour la science-fiction dans les années 20, mais il n'a pas pu lire dans ce roman tout ce que moi j'y lis, sur la performance sportive, sur la course, y compris sexuelle, à la performance et au score. Ça n'existait pas en 1902. Et il se trouve qu'au moment même où je lisais ce livre, venait de sortir au Seuil une histoire des corps en 3 volumes. Je ne sais pas si ça vous voyez ce que c'est. J'oublie comment s'appelle le gars qui avait dirigé. Enfin, c'était une gigantesque. Alain Corbin, non ? Il y avait Corbin, mais le volume sur le 19e, c'est pas Vigarello. Voilà. Donc, une équipe d'historiens avait étudié le rapport au corps dans la société occidentale depuis grosso modo la Renaissance jusqu'au 19e siècle. Ça tombait bien. C'était la question que je me posais, quel était le rapport au corps au 19e siècle pour qu'un écrivain comme Jarry puisse pondre un livre où moi j'y lis le portrait des drames de notre époque fin 20e siècle. C'est pas possible. Et en fait si. Et c'est là où on voit que le génie littéraire, c'est être aussi une sorte de sismographe qui pressent les vibrations d'un truc qui va secouer la société et qui le pressent vers tout le monde. Et en fait, ce qui se passe à la fin du 19e et que Jarry a été, à mon avis, le premier à voir dans la littérature, c'est qu'on avait basculé dans le corps performant. Donc tout le 19e siècle est un moment où se conceptualise cette idée de corps-machine, hein, le positivisme, tout ça, mais ça rentre vraiment, ça se banalise vraiment dans la société que dans la dernière décennie. C'est très marrant, c'est qu'on a toute une série, en tout cas moi j'ai retrouvé toute une série de dates concomitantes dans cette histoire des corps au Seuil, c'est qu'on voit que vers les années 1890-1900, vous avez le corps performant qui rentre dans la sphère du travail, donc il y a la médecine de travail qui se met en place, les assurances par exemple commencent à demander à ce qu'on prenne le rythme cardiaque des gens pour pouvoir les assurer, savoir si leur corps est performant ou pas. On commence à se soucier de l'hygiène au travail, donc c'est le moment où dans les usines on apprend aux ouvriers qu'il faut bien manger, qu'il faut faire de l'activité pour être en forme. Et de la même manière dans la sphère des loisirs, c'est le moment où à Paris on voit se construire des piscines municipales. Comme par hasard, c'est le moment où le Tour de France se crée aussi, où on dit en fait on peut prendre son pied en faisant du vélo sur des centaines de kilomètres parce que c'est bon pour le corps et il faut que le corps aille bien. Et le génie de Jarry, ça a été de se dire mais qu'est-ce qui va se passer si cette doctrine, ok pour les loisirs, ok pour le travail, mais qu'est-ce qui se passe pour l'amour si la performance doit toucher le registre amoureux? Et c'est le génie de cette première phrase qui peut être compris vraiment de 2 manières. L'amour devient un acte sans importance si on peut le faire indéfiniment, c'est-à-dire si ça devient un acte mécanique, et c'est ce qui fait marrer toute l'assemblée,
qui a que cet horizon dans la tête. Et là où Jarry est génial, j'hésite encore à le dire parce que je n'arrive toujours pas à comprendre comment il peut être aussi fort. La vie de Jarry, en plus, sentimentalement, était dramatique. Hein. Il n'a pas une vie heureuse sentimentalement. Mais en même temps qu'il pose un problème avant tout le monde, il nous offre une solution avant tout le monde. Et la solution, c'est l'amour est un acte sans importance puisqu'on peut le faire indéfiniment. Mais on renverse le sens des mots, c'est que ça devient un acte sans importance, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être mesuré, qui ne peut pas être quantifié, parce qu'on peut le faire indéfiniment, c'est-à-dire de manière non définie. Et tout le roman va jouer sur cette double acceptation de la phrase, c'est-à-dire que vous allez avoir d'un côté des gens qui vont être dans une obsession de la performance, donc il va y avoir même un concours sur combien de fois on peut faire l'amour, et donc c'est toute la société qui va l'entourer. On a quand même dans le roman des scènes de courses cyclistes avec dopage, donc vous avez une quintuplette à vélo, je vous la montre parce qu'elle est magnifique, dessinée par Tim. Si je retrouve l'endroit où se trouve le dessin, c'est la seule double page de mémoire. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu ce livre. Je ne suis pas parti avec assez d'exemplaires chez Viviane. Où est la quintuplette à vélo? Là, voilà. Et elle était pas. Mais si, ah non, il y en a une double. Elle est plus belle en double. Où est-ce que je l'avais mis sur une double? Ah, là, voilà. Voilà la quintuplette à vélo. Et cette quintuplette à vélo va faire une course cycliste avec une locomotive. Et c'est un Paris-Vladivostok-Paris. Et le but du jeu, c'est de savoir si l'homme ou la machine, lequel des deux est le plus fort. Et pour essayer de concourir par rapport à la machine, la quintuplette à vélo va prendre un produit dopant qui s'appelle The Perpetual Motion Food, l'aliment du mouvement perpétuel. Voilà. Donc il y a toute cette logique-là qui pousse tout le long du roman. Et vous avez l'autre logique qui est portée que par un seul homme, André Marqueuil, qui dans le roman va devenir le surmal. Et qui notamment pendant la course cycliste, où vous avez donc ces 5 gars à vélo qui sont vraiment les stars de l'époque, hein. C'est à la fois le Bernard Hinault, le Indurain, enfin tous les meilleurs coureurs de l'époque qui sprintent à tout va avec la locomotive, ils sont sur le point de gagner et tout d'un coup il y a une espèce de clochard sur une bicyclette complètement rouillée qui dépasse tout le monde et qui recouvre la... Je vous dis pas pourquoi, non, je vous dis pas de quoi parce que c'est magnifique cette scène, moi j'en pleure à chaque fois que j'y arrive. Et pourquoi il bat tout le monde? Parce qu'il est mu par l'amour et qu'il y a dans la locomotive l'objet de son amour. Voilà. Et je ne vous dis pas la fin non plus, parce que la fin est tragique et peut nous laisser pessimistes. Et je me demande si sur ça Jarry n'a pas eu raison. C'est que l'amour peut être plus fort que la performance. Et c'est ce qui peut faire peur à une société. Et à la fin, la société va se rebeller contre cette logique. Et la fin du roman est digne des tragédies grecques. Voilà. Le surmal de Jarry. Je pense que je ne ferais pas d'édition de la même manière si je n'étais pas tombé sur ce texte et si je n'avais pas compris à quel point la littérature pouvait nous aider à vivre dans une époque. Lucie, je te laisse la place. Je vais faire très vite. Donc, Dandy de Richard Krawiec aux éditions du Citala, qui est apparu cette année. Oui, non, 2013, donc c'était l'année dernière. Voilà, Tucitala, ils sont à leur 5e titre, je crois. Ils ont aussi édité les mémoires de l'avocat d'Hunter S. Thompson, Oscar Zeta Acosta, qui était l'avocat de la cause chicane aux États-Unis, et de Hunter S. Thompson. Alors Dandy, donc c'est l'histoire d'Artie et Jolene, qui est un couple américain pendant l'ère Reagan, donc capitalisme, libéralisme triomphant. Ils sont pas loin d'être SDF, tous les deux. Artie a 37 ans, il écume les rades douteux, il fait durer ses consommations pour pouvoir rester assis aux meilleures loges, voilà. Et surtout, il a élaboré tout un espèce de système qui lui permet de regarder logique, qui lui permet de regarder la réalité, qui est une réalité d'une violence inouïe de cette époque-là, dont il est complètement exclu. Et il a élaboré tout un système logique qui lui permet d'avoir l'impression de gérer sa vie, d'avoir compris les tenants et aboutissants de son exclusion. Il est plus malin que tout le monde, donc c'est un personnage qui est absolument ridicule.
et on se retrouve à rire de la misère d'Artie, ce qui est quand même voilà, l'éditeur Michael Demetz dit que Richard Kraveck regarde ses personnages avec voilà, sans cynisme et sans moquerie. C'est quand même une expérience de lecture assez spéciale, de rire du ridicule de quelqu'un qui est absolument exclu de la société. Évidemment, le livre s'arrête pas là. Alors, il rencontre Jolene, qui est une mère célibataire, qui a un petit garçon qui s'appelle Dandy, qui est en train de devenir aveugle parce qu'elle n'a pas d'argent pour le soigner. Voilà, Dandy, il vit dans la cuisine de Jolene parce qu'elle a un 2 pièces. Il vit quasiment à même le sol, le carrelage de la cuisine. Et puis, quand elle est un peu saoule, elle lui coupe son biberon au whisky pour qu'il s'endorme convenablement. On n'est hélas absolument pas dans la caricature de cette frange de la population. Et donc ces deux paumés se retrouvent. Le titre anglais de... Voilà, ça c'est le nom du gamin, mais en anglais c'est... Time... Attendez, je regarde. C'est le terme pour dire en anglais... pour parler en anglais de ces propriétés qu'on peut acheter une semaine à l'année. Time sharing. Merci. Voilà, parce qu'en fait, ils vont découvrir un prospectus tous les deux sur la table de la cuisine de Jolene, et ils vont aller visiter une de ces propriétés qu'on peut donc acheter une semaine par an, et il y a donc autant de propriétaires qu'il y a de semaines, où on peut acheter pour 2 semaines aussi la propriété. Et donc c'est partie de ce grand rêve américain accessible à tous, hein, tout le monde y a droit, etc. Évidemment, ils vont tous les deux se rendre en empruntant la voiture d'un de leurs amis, se rendre là-bas. Ça va extrêmement mal se passer. Je vais vous lire un petit passage parce que je crois que c'est vraiment ce passage-là qui est vraiment emblématique du bouquin, à la fois dans la violence et le ridicule du personnage d'Artie notamment. Et ça va très très mal se passer, évidemment. Ils ont même pas de quoi en fait acheter une semaine une propriété par an. Ils ont même pas de quoi accéder au rêve américain une semaine par an. Voilà, donc c'est un bouquin qui est à la fois très drôle, violent, et en même temps la grande force de Richard Kraveck, c'est que à la referme Dandy, on a l'impression d'avoir eu affaire à un couple mystique. Mais vraiment, c'est-à-dire que il rend à ses personnages une forme d'autonomie malgré tout. Et ça, je m'explique toujours pas comment il y arrive, si ce n'est que c'est un couple amoureux. Donc cet amour n'appartient qu'à eux. Personne leur a dicté de tomber amoureux l'un de l'autre. Ils tombent amoureux l'un de l'autre pour des raisons qui sont en tout cas ni l'argent, ni la convoitise, donc il y a une espèce de sincérité, de spontanéité de ce sentiment qui est magnifique en fait. Voilà, quelque chose de sublime dans ce qu'ils vivent tous les deux. Et alors c'est assez étonnant de se trouver ému devant une scène où ils font l'amour tous les deux sur le sol de la cuisine avec le bébé qui pleure à côté avec son biberon rempli de whisky, et d'arriver à trouver là-dedans, dans cette violence sociale, une forme de beauté qu'on trouve pas forcément ailleurs. Et puis dans la forme d'écriture la force de Kraveck, c'est d'utiliser tous les registres de langage adéquats, y compris dans ces moments-là, un langage esthétique. On trouve très beau, on finit même par trouver très beau la lumière du réchaud qui éclaire la peau de la moitié du corps de Jolene, de l'autre disparaissant dans l'obscurité. Donc c'est avec les ingrédients du milieu social dont il traite, il nous dresse des espèces de tableaux sublimes. Je crois que j'ai rarement, sauf dans les bouquins de sociaux toujours, et notamment La culture du pauvre de Richard Hogarth, qui est vraiment le premier bouquin de sociaux sur les classes populaires anglaises, qui m'a vraiment aussi extrêmement touchée, parce que les sociologues anglais, anglo-saxons en général, leur écriture n'est pas froide. C'est la première fois que j'atteins en fiction cette espèce de justesse sur cette classe populaire. Voilà, je vous lis seulement ce petit passage donc où ils sont avec un agent immobilier qui essaye de leur vendre. Donc il s'appelle Gristel l'agent, il leur présente une brochure. Le type continua et Artie n'y prêta pas trop attention. Il s'enfonça dans son fauteuil et sentit qu'il s'éloignait de tout ça. Si Gristel le regardait, Artie opinait ou disait « ouais ». Mais la plupart du temps, le type parlait à Jolene. Artie savait que, pour elle, c'était comme aller au ciné. Elle ne pigeait pas que ce n'était pas réel. Toutes ces images de couples heureux et de familles qui faisaient des barbecues et d'autres trucs.
tous les gens qui avaient acheté. Lorsque Gristel en vint à ces images d'endroits lointains, Artie crut que Jolene allait fondre en larmes. Il lui pinça le bras, mais elle écarta sa main et l'ignora. Gristel lui donna 2 photos qu'elle pouvait garder. Elle les fourra sur le champ dans sa poche, loin d'Artie. Pas de problème. Il se dit qu'il pourrait les lui chourer quand il rentrerait à l'appartement. Il trouvait plein de choses en fuinant pendant qu'elle était dans la baignoire. La voiture de Gristel était rangée à l'arrière. C'était une Cadillac, aussi vaste qu'un appartement, et avec des sièges si moelleux qu'on y coulait jusqu'à s'y perdre. Il y avait de la musique qui flottait tout autour, et Artie eut l'impression d'être au paradis. Ils prirent un chemin chaotique, plein de virages et de nids de poules, mais le trajet s'effectua en douceur. Ils s'arrêtèrent devant un bâtiment à 6 appartements, ondulant comme un serpent dans un bosquet de pins. Une fois la voiture garée dans la cour boueuse, ils durent attendre quelques instants que Jolene quitte la banquette arrière. Les yeux clos, elle n'arrêta pas de tâter les coussins. Le bâtiment était neuf et l'odeur mordante du bois coupé planait encore dans l'air. Les murs en planche avaient une teinte naturelle. Il y avait des volets bleu clair aux fenêtres et des portes bleues. Cela ressemblait à l'idée qu'Artie se faisait du Far West. Bon, l'extérieur était pas mal, pensa Artie, tandis qu'il entrait sur les talons de Gristel. L'intérieur, en revanche, c'était une autre histoire. La dernière fois qu'il avait vu une chose comme ça, c'était à la télé, dans un bar. Lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, micro-ondes, cheminée, bar encastré, chaîne stéréo, télécouleur avec le câble, une cuisine avec 2 cloisons en verre, un porche sur tout l'arrière du salon, un escalier en spirale montant aux 3 chambres, partout des tapis si épais qu'on ne sentait même pas le sol en dessous. Et les meubles, tellement beaux qu'Artie avait presque peur de s'asseoir dessus. « Superbe, n'est-ce pas » dit Gristel alors qu'il se tenait dans le salon. « Très élégant, vous avez le droit de vous asseoir, allez-y. »« Presque aussi bien que les trucs qu'on a chez nous, » dit Artie en touchant le haut de la télé. Il avait envie de l'allumer juste pour voir quelque chose en couleur. Gristel lui adressa un sourire et un sourcil interrogateur. Artie recula d'un pas et dit « Les trucs qu'on a dans la chambre d'amis. » Gristel secoua la tête et rejoignit Jolene à l'autre bout de la pièce. Elle s'assit lentement sur le canapé. Elle se déplaçait avec précaution, comme si elle voulait éviter de laisser des traces. Elle s'assit sur le rebord du canapé et fit courir ses mains sur les coussins peluchés en veloutine. Gristel alluma la chaîne stéréo. C'était un appareil au son feustré et la musique emplit la pièce. Il indiqua les 4 haut-parleurs incrustés dans les murs au coin près du plafond. Il y a des haut-parleurs dans chaque pièce. Dans chaque pièce, dit Jolene. Elle le fixait comme s'il venait d'annoncer un remède miracle contre le cancer. Absolument. Artie se jeta sur le rocking-chair de son côté de la pièce. Il s'y balança pour lui montrer que tout allait bien, qu'il pouvait utiliser les meubles. Ils étaient des invités, après tout. Elle ne lui accorda aucune attention, ça commençait à l'agacer. Elle ne lui avait presque pas adressé la parole depuis qu'ils étaient entrés. Elle s'était contentée de faire l'idiote avec Dandy et de parler avec Gristel. Qu'est-ce qu'elle avait dans la tête? Pas moyen qu'elle rentre avec ce type. « Nous vivons dans un 2 pièces au 4e sans ascenseur, dit Jolene. « Oh, personne n'a envie de savoir ça, dit Artie. Il regarda Gristel. « Y a pas de mal, c'est bon pour la santé. Les femmes aiment le sport, vous voyez. »« Ma femme court 10 kilomètres par jour, lui rétorqua Gristel. « Sans blague, c'est la forêt de Sherwood ici. On peut pas faire ça là où on habite. Il y a des clébards qui chient dans tous les coins. On n'arrive même pas à marcher, nom de Dieu. Il y en a partout, et l'été ça pue, à croire que c'est les trottoirs qui transpirent. Il se passe pas un jour sans qu'on s'en tartine sur les pompes. Artie, s'il te plaît, bon sang, j'ai ma dignité, dit Jolene. Etc., etc. Je vous passe la fin de l'entrevue qui se passe extrêmement mal. Voilà. Juste le dernier... je peux quand même vous lire ça. La révolte d'Artie, donc, avec un relent d'amour-propre en fin de discussion. « Regardez-vous, dit Gristel. Regardez dans un miroir. Arrête, Artie, dit Jolene. Elle portait Dandy sur une hanche et agrippa le bras d'Artie avec sa main libre. Je suis désolée, monsieur, nous allons y aller. Artie, on y va, s'il te plaît. Personne me traite de menteur, j'ai de l'argent. J'ai des actions, voilà, vous voulez les voir, hein? C'est ça, vous voulez les voir? Je vais vous les montrer. » Il tordit le bras pour se dégager. Il n'arrivait pas à regarder Jolene. Elle restait plantée là et ne l'épaulait même pas. C'était la moitié du problème. Il fixa Gristel et Gristel dit « Très bien, montrez-les-moi. » Artie commença à fouiller dans ses poches, mais Gristel ne l'interrompit pas. Et il fouilla une seconde fois, moins vite, retourna ses poches, il marmonna. « Elles doivent être dans la voiture, ou c'est peut-être mon banquier qui les a. » Gristel secoua la tête à l'intention de Jolene et eut un sourire satisfait. Artie n'apprécia pas ce petit truc entre eux. « Vous êtes qui pour me traiter de menteur ?» dit Artie. « C'est qui le patron de cette boîte? C'est qui le responsable ?» Voilà. J'arrête. Merci. Bon, pour des raisons indépendantes de ma volonté, on va, comme on dit, on va passer par le gros morceau, c'est-à-dire Sad au lieu de... Je pensais parler d'abord de Chris Marker, mais c'est pas mal en fait de finir par Chris Marker. Mais on va parler d'un gros truc. On va parler des 120 journées de Sodome. Et autant tout à l'heure, je demandais si certains d'entre vous avaient lu Le Vagabond des étoiles. Je pense que personne ici n'a lu les 120 journées de Sodome.
Bon. Pour les archives et la postérité, sachez, monsieur l'enregistreur, que c'était Boll Dominique qui vient de lever la main. Mais étant un être dégénéré à peine assimilable à l'espèce humaine, on peut considérer que personne n'a lu les 120 journées de Sodome. Non mais merci Boll, c'est une récompense ce que tu dis. Ça prouve à quel point j'ai eu de l'intuition en te publiant. Oui, Boll, pour monsieur l'enregistreur, est un écrivain dessinateur. Et dessinateur. Et comme je suis gentil, je ne dirai pas ce que j'en pense du tout. Voilà. Et donc il fait partie des très rares entités biologiques sur cette planète à avoir lu les 120 journées de Sodome. Qui est une histoire très particulière. Donc je disais au début que ça serait chouette de rendre hommage à Pauvert ce soir. Je l'ai dit beaucoup de fois ces derniers temps. Pauvert, ça a été mon maître dans l'édition. Et notamment pour la manière dont il a publié Sade. En fait, Pauvert, aujourd'hui, on dirait sans doute que c'était un surdoué. En gros, il a été changé d'école tous les 6 mois jusqu'à l'âge de 14 ans, parce qu'il s'emmerdait. Et à 14 ans, son père, qui était journaliste, lui a dit « Bon, ben écoute, on ne sait pas quoi faire de toi, puisque tu aimes lire, on va te mettre dans une librairie. » On était en 42, et il devient apprenti à la librairie Gallimard du boulevard Raspail, à Paris. Voilà. Mais apprenti à la librairie Gallimard du boulevard Raspail, en 42, ça veut dire en gros, tu n'es même pas dans l'espace de vente, tu n'imagines même pas parler à un lecteur, tu es dans l'arrière-boutique, tu ouvres les cartons et tu te tais. Voilà. Et 20 ans plus tard, ce type était devenu le plus grand éditeur de la place parisienne. Notamment avec un auteur qui s'appelle Sade. Et qui pourrait faire réfléchir d'ailleurs à ce que c'est qu'un livre, parce que on parle sans arrêt de la nouveauté, les livres qui arrivent, qui remplacent ceux qui sont sortis 3 mois plus tôt. Et en fait, Sade et Pauvert, c'est l'incarnation de ce qu'est le désir en littérature, parce que quand vous regardez le catalogue de cet homme, qui a publié des centaines, des milliers de bouquins, sur essentiellement une trentaine d'années, premier livre c'est 45, et on va dire qu'en 73, 75, ça s'arrête. Il est racheté par Hachette, il y a des choses qui vont sortir sous la marque Pauvert, lui va en publier d'autres chez d'autres éditeurs, mais les 30 glorieuses, c'est 45, 75 pour lui aussi. Et ce catalogue-là est essentiellement constitué non pas de nouveautés, de textes inédits, mais de livres qui sont des redécouvertes. Raymond Roussel, Georges Bataille, et Sade, voilà, qui n'était pas un jeune auteur, comme vous pouvez vous en douter, hein. Donc on fête le bicentenaire de sa mort cette année, donc il est mort en 1814. Presque 150 ans après, il y a un gamin, je dis gamin parce que quand il a commencé à publier Sade, Pauvert avait 17 ans, 19, qui dit mais Sade c'est super important, tout le monde dit que c'est important et personne ne le lit. Alors moi je vais vraiment le publier. Et donc pour la première fois au monde, il y a un éditeur qui a mis une véritable adresse d'éditeur et qui a mis son vrai nom sur une couverture avec le nom de Sade. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, vous avez une exposition au musée d'Orsay sur Sade, vous avez Sade qui est dans la Pléiade, Sade existe même en poche. Tout ça, déjà en acquis concret, on pourrait dire que ça rend caduque toute polémique possible sur la censure. Vous voyez ce qui s'est passé là sur la place de la Vendôme, où tous les débats qu'on peut avoir sur un texte sont ridiculisés à partir du moment où on a les 120 journées de Sodome qui existent en poche. Concrètement, on ne peut pas faire plus terrible que les 120 journées de Sodome. Donc Sade et Pauvert, c'est ça, et en même temps, ça reste un mystère. Et c'est très difficile à expliquer un mystère, donc je vais être beaucoup plus confus, je pense, que pour tous les autres livres. Ce que je pourrais dire en premier pour présenter ce texte, puisque j'en ai fait une édition des 120 journées qui pour moi reste l'acmé de tout ce qu'a écrit Sade, et là aussi c'est étrange, on parle tout le temps de Justine quand on évoque la personnalité de Sade. Quand il y a des gens qui ont lu Sade, au mieux ils ont lu ce texte et rien d'autre. Mais son plus grand texte c'est incontestablement les 120 journées de Sodome, qui en plus a une histoire éditoriale extraordinaire parce que ça a été son premier roman, écrit à la Bastille,
Sade était embastillé et a été évacué de la Bastille le 10 juillet, dans la nuit du 10 juillet 1789, donc 4 jours avant la prise de la Bastille. Les historiens pensent même qu'il est en grande partie responsable de la prise de la Bastille, c'est-à-dire qu'il hurlait avec un pot de chambre depuis sa geôle, « Venez, on nous égorge, venez nous libérer ». Et donc le directeur de la prison paniquait en disant « Il faut me virer ce prisonnier, il est en train de foutre la merde », il ne savait pas à quel point il avait raison, a demandé une autorisation royale pour que le prisonnier soit évacué à Charenton, pas loin d'ici. Voilà. Et donc dans la nuit du 10 juillet, Sade est évacué, mais sa geôle, sa chambre et ses affaires sont laissées à la Bastille. Et quand la Bastille est prise, sa geôle est pillée, et le manuscrit des 120 journées va disparaître. Caché dans un god évidé, fabriqué par, ou commandé par sa femme. Donc l'onanisme était très pratiqué par Sade, et il avait notamment donc une consommation assez effrénée de god. Là on fait un peu de l'histoire littéraire, mais tant pis, hein, ça fait du bien. Et donc il avait une consommation de god assez invraisemblable qu'il faisait évider notamment pour cacher les manuscrits. Et donc le manuscrit des 120 journées de Sodome était caché comme ça, et pendant un siècle le texte va disparaître. Il va réapparaître qu'à la fin du 19e siècle chez un collectionneur allemand. Il va y avoir une première édition très fautive, et la première grande édition est faite dans les années 20 par Maurice Hayne, qui était un surréaliste extraordinaire, qui est le premier à avoir redonné une vraie place à Sade par ses recherches. Et ensuite, il va y avoir cette première édition de Jean-Jacques Pauvert officielle. Voilà. Et ce que je voudrais dire sur ce texte, c'est que de tout ce que j'ai publié, et aujourd'hui encore j'arrive mal à l'expliquer alors que ça fait maintenant 1 an que le livre existe, c'est la première fois que je publie un livre sans éprouver le sentiment de le faire lire. Mais simplement avec le besoin que ce livre existe. Et entendons-nous, hein, bien sûr qu'il existait d'autres éditions des 120 journées de Sodome avant celle-ci, mais en fait elles étaient toutes fautives à mon sens. Pour une raison toute bête, c'est que Sade, écrivant ce premier roman à la Bastille, l'écrivait sur un manuscrit qui était fait de morceaux de parchemin collés bout à bout, donc un rouleau gigantesque, je crois que ça fait près de 30 mètres de long si je me souviens, 14 mètres, je suis marseillais, des fois j'exagère, mais c'est très long. Et pour gagner de la place, il a écrit au kilomètre, il n'y a aucun saut de ligne, il n'y a aucun retour à la ligne, c'est une écriture microscopique à peine lisible. Voilà. Tant et si bien que toutes les éditions qui existaient avant que je m'y recolle aujourd'hui en librairie, que ce soit des éditions, on va dire, in solo, donc en poche notamment, il existe une édition en 10-18, ou des éditions dans des œuvres complètes, jusqu'à la Pléiade. Pour moi, toutes ces œuvres, toutes ces éditions étaient fautives parce qu'elles étaient des sortes de faux facsimilés. Elles reprenaient le manuscrit tel qu'il était dans sa composition, donc sans aucun retour de ligne, et sans aucune mise en scène. Quand on connaît les textes que Sade a publiés de son vivant, puisqu'après ce roman, et je vous dirai après pourquoi il est fondamental, à mon sens, il en a écrit beaucoup d'autres qu'il a publiés, dont il a géré la parution, dont il a géré la mise en page. Il n'y en a aucun qui est mis en page comme les 120 journées de Sodome, publiées par la Pléiade ou par 10-18. Alors on peut dire que c'est une fidélité au manuscrit. Moi je pense que c'est surtout des contrôleurs de gestion qui estiment que ça coûte moins cher de faire un texte au kilomètre parce que vous gagnez en gros 30 pages. C'est vraiment un texte assez gros. Mais c'était très problématique avec ce texte parce que ce texte fonctionne un peu là aussi comme les 1001 nuits. Comme quoi j'aime vraiment qu'on me raconte des histoires. Vous êtes... allez, je vais faire un résumé rapide du bouquin pour que vous compreniez... de quoi il en retourne. Ça commence comme une fresque historique. En gros, vous avez un narrateur omniscient qui vous explique que le siècle de Louis XIV a été un siècle de guerre et donc d'appauvrissement, et que, comme toute période d'appauvrissement, vous avez les charognes qui ont prospéré. Et le mal, en gros. Et c'est écrit dans une langue d'une volupté magnifique. Je veux dire, Choderlos-Laclos, à côté, c'est un peu pipi de chat pour moi. C'est pas peu dire. Donc vous commencez à mouler votre corps dans le fauteuil en disant waouh, ce que je commence à lire c'est vachement bien. Bon, c'est déjà un peu rude, c'est un peu sadique,
Et Sade était sadique, on ne va pas rentrer dans les débats. Donc il y a effectivement déjà un peu de violence qui est mise en place. Il y a un peu d'érotisme, même beaucoup, donc ça fait partie de ces textes qu'on lit qu'à une main, il n'y a aucun problème. Mais on reste quand même dans un univers très confortable. Et puis brutalement, le texte va basculer quand cette fresque historique va zoomer sur 4 malins, génies du mal, 4 grands libertins qui vont décider dans cette période où ils ont prospéré d'utiliser leur richesse pour organiser quelque chose d'inimaginable. Ils vont partir avec... Alors c'est difficile de décrire les personnes qui vont les accompagner. Pour certains ce sont des esclaves, d'autres des prisonniers, d'autres des serviteurs. Mais en gros ils vont partir avec 4 femmes qu'ils vont appeler les historiennes, 4 valets surmembrés qui vont servir à leur bon plaisir. Si je compte bien, 16 garçons et 16 jeunes filles qui vont servir à leur bon plaisir aussi. Plus des cuisinières et des servantes. Voilà. Et donc tout cet équipage va partir, et là c'est la bascule dans un autre monde, au fin fond de la forêt noire, et va se couper du monde. On est en hiver, la neige rend les chemins praticables, ils vont rompre littéralement des ponts-levis, ils vont rendre des chemins inaccessibles, ils vont murer les accès du château dans lequel ils se sont installés, et ils savent que pendant 3 mois, ils sont maîtres de l'univers qu'ils se sont donné. Et les 120 journées, le titre du roman est tout simple, c'est que chaque journée va être rythmée de la même manière. Une historienne, une conteuse en fait, va raconter son histoire du vice. Il va y avoir les passions simples, les passions doubles, les passions... J'ai un petit trou de mémoire, il y a les passions criminelles, et il y a une passion intermédiaire qui est en fait violente, mais ça ne va pas jusqu'à la mort. Voilà. Et donc chaque historienne va être chargée de raconter 30 histoires, 30 journées, enfin, pardon, 4 histoires par journée, qui sont des illustrations des passions que l'homme peut éprouver. Voilà. Et ce roman, donc, qui au départ était historique, va basculer à partir du récit de la première historienne dans quelque chose qui tient à la fois du conte de fées, dans la structure narrative, et dans la violence la plus terrible, parce qu'on va tout de suite faire des histoires qui sont extrêmement éprouvantes à lire, et qui sont pourtant rien, et c'est pour ça que le texte est extraordinaire, même dans sa structure littéraire, il ne ressemble à rien. Quand on est passé du roman historique au roman de conte, on va dire, même érotisant, on reste encore dans le champ du connu, et subitement, passé les 30 premières journées, il y a une rupture, qui fait encore débat aujourd'hui, c'est-à-dire que certains pensent que le manuscrit est inachevé, d'autres comme Annie Lebrun, qui a fait la préface de cette édition et qui est la commissaire de l'exposition au musée d'Orsay, qui est la seule spécialiste de Sade, aujourd'hui, vraiment. Et je partage son avis, on considère que le manuscrit est définitif. Parce que grosso modo, il a été fini en 1784, entre 84 et le sac de la Bastille. Sade avait 5 ans pour peaufiner son texte s'il le voulait. Mais en fait, sans le vouloir, et là on va revenir au cœur de ce que j'ai annoncé au début, qu'est-ce que c'est que l'exaspération chez un écrivain? Il portait une forme d'exaspération en lui qui a donné naissance à une forme littéraire comme on n'en avait jamais vu et comme on n'en verra jamais après d'ailleurs. C'était tout de suite un ultime et un unica. Il a mis en place quelque chose qui est d'une efficacité telle qu'aujourd'hui encore, ce texte, et je retombe un peu sur mes pattes par rapport à ce que je disais, est tellement efficace et tellement violent que pour vous donner un exemple concret, je l'ai offert récemment à un écrivain en lui disant, je ne sais pas si c'est maintenant que tu dois le lire, mais si tu te confrontes à l'écriture, il y a un moment où tu devras te confronter à ce texte. Voilà, les 120 journées de Sodome, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe donc après ces 30 premières journées? Vous allez avoir une sorte de typologie des passions humaines vue par Sade. Et trichons pas sur le contenu de cette typologie. Certains, notamment à la fin du 19e siècle, quand le texte a réapparu, a dit qu'il était un précurseur de la psychanalyse et notamment des pathologies sexuelles. Voilà. Il a fait un inventaire très complet des passions humaines dans ses perversions les plus grandes.
Et en général, quand on publie un livre, entre le moment de la découverte, le moment de la préparation de copie, de la relecture et tout ça, vous êtes souvent amené à relire un texte 4-5 fois. Celui-là, je l'ai lu un peu plus parce qu'avant de le publier, j'étais simplement un lecteur. Il n'y a pas une seule lecture qui me crée un profond malaise. Et pourquoi? Parce que, et là je vais le dire de manière très maladroite, parce que je ne suis pas un théoricien, je ne suis pas un homme des idées, je suis vraiment dans mes sensibilités, mais on est obligé sur un texte pareil d'essayer de prendre du recul et de sortir de l'émotion pour le remettre dans une perspective. Je crois qu'il dit quelque chose de radicalement dangereux pour une société et en même temps de radicalement essentiel. Il dit que on ne peut pas séparer un corps d'un esprit. Donc le moment de l'écriture, c'est donc les années 1780. On est à l'acmé de ce qu'a produit les Lumières, et qui va conduire à la Révolution. Donc on est dans une période qui est allée très très loin dans la conscience et dans la théorisation de l'individu. On sort du Moyen-Âge. Et le génie de Sade, ça a été de dire ok pour la pensée, mais vous faites quoi des corps? Et vous voyez les liens qu'il peut y avoir avec Jarry d'ailleurs. C'est que dès qu'on réintroduit l'individu dans sa totalité, dans son rapport corps-esprit, pour paraphraser Annie Lebrun, on ramène l'homme à sa dimension de catastrophe naturelle. Voilà. Et qui est absolument intolérable pour n'importe quelle société. Si on considère qu'un homme est une pensée et un corps, il devient forcément un danger pour le groupe. Et quand je dis un danger, je ne dis pas forcément qu'il devient un délinquant sexuel comme l'a été Sade dans sa vie. Mais on rentre dans un champ des possibles et dans un champ des désirs qui n'est pas maîtrisable. Et principalement ce que dit Sade, c'est ça. Les benets comme... voilà, on va pas faire... c'est devenu à la mode, donc ça devient moins intéressant, mais Onfray n'est pas très intéressant quand même dans sa position sur Sade. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus, mais les gens qui détruisent ou qui refusent Sade au prétexte de ce qu'il a été dans sa vie personnelle, ou au prétexte « oh mon Dieu, il violente des femmes dans ses textes », c'est pas bien. D'abord, Sade est un des plus grands écrivains féministes. Pour ceux qui ont lu Juliette ou La philosophie dans le boudoir, c'est parmi les textes les plus incroyables sur ce que doit être la liberté d'une femme. Voilà, Boll proteste, on en parlera après quand on aura bien bu, mais je le maintiens et on peut en discuter. Mais de toute façon, le problème n'est pas là. C'est que quelles que soient les perversités qu'a mis en scène Sade, le vrai problème qu'il pose, c'est ce rapport du corps à l'esprit et de la singularité de chaque individu. Et sur ça, et c'est en ça qu'il est très dangereux, il est très difficilement contestable. C'est-à-dire que la plupart des entreprises, pour contester la charge philosophique qu'il y a dans l'œuvre de Sade, sont des entreprises de peur ou de civilisation. Et je le dis sans mépris, c'est-à-dire qu'une société ne peut pas fonctionner avec uniquement des individus qui se revendiqueraient de la pensée de Sade. Ou alors avec vraiment une forme d'assurance et de vélocité presque dans la pensée qui serait très forte. Mais c'est très compliqué. On peut vraisemblablement imaginer que c'est quand même plus facile si certains disent que Sade c'est pas bien. Voilà. Mais ça ne nous empêche pas, nous, petits comités, donc goutte d'eau dans l'océan du monde, de dire qu'il faut lire Sade. Parce que se confronter à Sade, c'est forcément se poser ces questions-là. En plus, et là, on essaie toujours d'élargir le public potentiel des lecteurs, Sade, c'est une langue magnifique. Pour ceux qui ont vraiment des problèmes avec cette pensée-là, il faut au moins lire sa correspondance. Je crois que Folio en a préparé une, je ne sais pas si elle est déjà sortie ou si elle va sortir. Mais il était prévu que, peut-être c'était Annie Lebrun qui devait la préparer, peut-être qu'elle a pris du retard parce qu'elle a vraiment eu beaucoup de travail sur l'exposition, mais la langue de Sade est magnifique. Et pourquoi elle est magnifique? Parce qu'elle porte cette exaspération. Ce monde qui est en train de basculer vers la modernité, parce que grosso modo, on est dans la dialectique qui est celle des Lumières encore, la pensée de l'individu. Sade est tellement frustré. En fait, Sade, historiquement, c'est l'écrivain le plus surdéterminé de son époque.
et par rapport à un Rousseau qui était orphelin, qui s'est construit. Il n'avait pas de surmoi, Rousseau. Sade, il était issu d'une très très vieille noblesse de province, de la région de Carpentras, par son père. Sa mère était au couvent, donc la religion était bien là. Et en plus par sa belle famille, la présidente de Montreuil, donc sa belle-mère, il était affilié à la bourgeoisie, à la noblesse de robe. Donc c'était son beau-père était président du Parlement de je ne sais plus où, et surtout ils étaient pleins de fric. Donc ce gars était appelé par le monde dans lequel il avait grandi à être un noble bien sage qui régnait en maître sur ses terres, et à dépenser le fric qu'il avait récolté par ce mariage d'intérêt que son père avait mis en place avec la famille de Montreuil. Donc c'était le moins prédisposé à faire sauter le système. Et paradoxalement, c'est celui qui a le plus fait sauter le système. C'est quand même un type qui a vécu 25 ans en prison sous tous les régimes. L'Ancien Régime, la Révolution, le Directoire, le Consulat, tous ont voulu le mettre en prison. Pardon. Voilà, donc ce qu'on peut peut-être faire, parce que la dame n'est toujours pas arrivée, il y a un moment où il va falloir que je passe à Chris Marker. Je vais vous lire un tout petit extrait de la préface d'Annie Lebrun. Non, parce que si tu lisais à l'intérieur, ça risque d'être mal à l'aise. Je vais la couper parce qu'elle sera trop longue quand même. Mais je commencerai par le silence, par l'inexpugnable rempart de silence derrière lequel, soir après soir, du 22 octobre au 28 novembre 1785, le prisonnier de la deuxième liberté, c'était le nom de sa cellule. Le prisonnier de la deuxième liberté, c'est-à-dire du deuxième étage de la tour ainsi nommée à la Bastille, cherche à avoir raison de la nuit. Il s'agit du marquis de Sade qui, de 19h à 22h, pendant 37 jours d'affilée, se livre à la mise au net de son manuscrit des 120 journées de Sodome. Aujourd'hui encore, je reste stupéfaite que la plupart des commentateurs et exégètes ne semblent pas avoir mesuré à quel cataclysme mental, dans l'histoire de l'esprit humain, équivaut l'apparition brutale de ce texte. D'autant qu'il ouvre sur un univers déjà entièrement construit, et exclusivement construit à partir de ce qu'il y a d'inhumain dans l'humanité. La littérature aidant, il aurait pu sembler pertinent d'évoquer les différents éphémérides érotiques, Mille et une nuits, Décaméron, l'Heptaméron, qui ont précédé les 120 journées de Sodome, si ce n'était avant tout d'une manière de ne rien dire de la terrifiante dynamique par laquelle Sade nous emporte au fond de nous-mêmes, jusqu'à ce que, horrifiés, nous nous y découvrions au plus loin de ce que nous croyons être, d'autant qu'un humour des plus noirs surgit parfois d'entre l'horreur pour déstabiliser plus encore, faisant tomber, sans même qu'on s'en rende compte, quelque ultime défense. L'histoire aventureuse de ce manuscrit aura-t-elle joué comme prétexte pour qu'on n'y aille pas voir de trop près? C'est possible, mais sûrement moins que sa forme inachevée, à laquelle je ne peux me résoudre de croire, comme la plupart. Sans doute, seule la première partie a l'air achevée, encore qu'à bien y regarder, elle annonce le mouvement et la facture de ce qui va suivre. Oui, j'ai oublié de le préciser, donc après les 30 premières journées, où la conteuse raconte vraiment ses histoires, donc il y a des détails, il y a des phrases construites, brutalement, voilà. Là on est encore dans les 30 premières journées, et vous voyez, il y a du dialogue, il y a des italiques pour les histoires de la conteuse. La suite se présente comme ça, là c'est trop petit, vous ne verrez pas, mais c'est une énumération, c'est une liste. Ça donne des choses comme 36, il fout une vache, la fait engendrer et fout le monstre. 37, dans un panier également arrangé, il fait placer une femme qui reçoit le membre d'un taureau, il s'amuse du spectacle. Et il y a comme ça une liste des perversions humaines. Et pour faire plaisir à Bol, on va aller dans les dernières. Bah oui, c'est... 110. Il oblige le jeune garçon à voir mutiler sa maîtresse devant ses yeux et lui en faire manger la chair, et principalement les fesses, les tétons et le cœur. Il faut ou qu'il mange ses mets, ou qu'il meure de faim. Dès qu'il a mangé, si c'est là le parti qu'il prend, il lui fait faire plusieurs blessures sur le corps et le laisse mourir ainsi en perdant son sang, et s'il ne mange pas, il meurt de faim. 111, etc. etc. Voilà donc pourquoi elle disait que le reste avait l'air moins achevé.
Sans doute la première partie a-t-elle l'air achevée. Encore qu'à bien y regarder, elle annonce le mouvement et la facture de ce qui va suivre. En effet, commencé comme une fresque historique se transformant très vite en roman terrifiant, ce récit prend soudain une forme théâtrale dont les scènes, se succédant de plus en plus rapidement, s'amenuisent jusqu'à constituer une liste qui se clôt sur un simple décompte de morts et de vivants. Étrange inachèvement. Étrange inachèvement que pourrait cependant faire admettre un certain nombre de notes et remarques où Sade indique ce qui doit être encore développé, mais à la condition de ne pas avoir éprouvé l'horreur et le trouble dont s'accompagne la lecture de ce texte. Maurice Hayne, donc ce spécialiste surréaliste qui a redécouvert l'œuvre de Sade, ne se trompe pas. Toute l'œuvre de Sade peut être envisagée comme la défense et l'illustration de ce que contiennent les 120 journées de Sodome. Creusée à même les ténèbres de la nuit humaine, celle-ci constitue, et là elle le met en italique, la plus vertigineuse sculpture du vertige. Pour en prendre la folle mesure, il faut se rappeler que c'est au moment où les philosophes des Lumières travaillent tous à socialiser les passions que Sade, du fond de sa solitude, ne retient que celles qui sont socialement irrécupérables. Le plus intolérable est qu'il réussit à ce qu'on le suive. Bon, elle connaissait pas Boll encore. Le plus intolérable est qu'il réussit à ce qu'on le suive, là où le sens commun évoque l'innommable, l'impensable. Nous voilà même, à notre insu, partie prenante du terrifiant espace mental qu'il ouvre alors avec nous et en nous, comme s'il incitait chacun à avoir le courage insensé qui a été le sien, le courage d'affronter sa propre folie pour ne pas devenir fou. Pari jamais gagné d'avance, il faut en prévenir au seuil de ce texte, je ne sais qui peut en redevenir indemne. Annie Lebrun. Et elle a raison, on ne peut pas obliger quelqu'un à lire ce texte. Par contre, qui veut faire l'expérience de son être, à mon avis, doit se confronter à ça à un moment ou à un autre. Et en ressortir comme il peut en ressortir. Boll. Mais on n'est pas dans la préférence, on est dans la vérité. Oui, bah justement, si tu veux draguer, tu utilises plutôt le Crève Million Fils qui dit texte tout. Voilà. Mais on fait une petite parenthèse, parce qu'il ne faut pas épiloguer sur Sade. Sade a grandi dans un univers très particulier. La figure des parents était plus ou moins absente, du côté du père comme de la mère. Par contre, il a eu un oncle abbé libertin, qui l'a forcément influencé, et il a eu aussi un univers très féminin, notamment par des tantes, et une grand-mère qui ont été très importantes. Ce qui fait que son œuvre est à la fois terrible par rapport aux femmes, notamment par rapport aux mères. Les mères ont des destins affreux dans les romans de Sade, et donc c'est la partie violente exercée sur la gente féminine. Et à côté de ça, il y a des romans que un Onfray par exemple ne cite jamais, mais qui sont Juliette ou La philosophie dans le boudoir, qui sont une pensée de la liberté de la femme, qui sont incroyables. Et c'est pas que Sade était fou des femmes, c'est qu'en même temps, son obsession de la liberté, parce que c'est ça l'enjeu des textes de Sade, c'est comment se penser et comment s'émanciper. Eh bien en fait, le champ magnétique le plus fort, il le trouve forcément chez la femme, puisque socialement, c'était, et c'est peut-être encore, on ne va pas faire d'études historiques contemporaines, mais à l'époque où il écrit, c'est ce qu'il y a de plus opprimé, c'est ce qu'il y a de plus bigot, c'est ce qu'il y a de plus asservi, et donc c'est chez les personnages féminins, et notamment Juliette, qu'il va trouver les plus belles figures d'émancipation. Voilà. Je voudrais juste rajouter que je connais des lecteurs des 120 journées qui ont ri, enfin qui pour eux c'est drôle les 120 journées, c'est-à-dire que c'est une telle folie dans l'imagination que c'est ah non le mec il va pas, ah non il y a un truc comme ça, c'est un tel inventaire à la Prévert. Il y a un côté Marx Brothers, que ça fait, voilà, c'est tellement monstrueux. On est passé à l'âne, on va peut-être aller au taureau maintenant. Mais alors, il n'y a pas de cachalot pour parce que c'est. Non, mais ça c'est intéressant en fait cet aspect-là parce que. Que veut dire le rire après? Il y a un moment où on va même dans le surnaturel. Il avait une réputation de barbe bleue de son vivant déjà, à cause des différents scandales qu'il avait provoqués, des prostituées qu'il avait flagellées.
de prostituées qu'il avait plus ou moins empoisonnées, c'est le scandale de Marseille. Et puis, plus embêtant, et c'est là où on a le moins de traces parce que la famille a fait disparaître les pièces du procès, des choses qu'il avait fait dans le château de Lacoste, donc le château de famille près de Cavaillon, où il a au mieux mutilé, au pire assassiné des jeunes, des enfants, des jeunes serviteurs. Donc c'était vraiment un délinquant sexuel. Mais dans ces textes, on n'est pas dans une apologie du mal, on est dans une recherche du sorti de soi. Il y a donc, je pense à ça parce que dans la surenchère de ce qu'il évoque, il y a même je vais paraphraser, mais en gros, il y a des endroits du texte où il procrée des êtres de l'accouplement d'un homme avec un animal pour ensuite foutre avec le produit de cette procréation, ce qui est impossible. Mais c'est ça aussi la littérature, c'est de nous amener vers l'impossible. Et on n'est pas du tout dans... Enfin, voilà, si on fait de la littérature, c'est pour pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire en vrai en même temps. Je veux dire, ça serait tragique de condamner Sade à cause de ça. Non, mais en gros, s'il n'avait pas été en tôle, il n'aurait pas été. Alors ça, c'est un autre problème. Moi, je ne pense pas. En même temps, son œuvre est tellement liée à son expérience de la prison qu'on peut se poser la question, mais c'était... Alors, on rentre dans des détails, hein, mais en fait, depuis l'âge de 20 ans, Sade gardait tout ce qu'il écrivait. Il était dans une préoccupation d'écriture et dans un vertige d'écriture. Et une partie de son œuvre qu'on néglige à juste titre parce qu'elle est insignifiante d'un point de vue littéraire, c'est son théâtre. Et en même temps, il y a quelque chose de très intéressant dans le théâtre. J'en parlais récemment, là, une journaliste me posait des questions sur Sade, et j'ai compris quelque chose en lui parlant de Sade à travers le théâtre. Vous avez tous vu cette expérience. Vous prenez un enfant, vous prenez un adulte. Enfin, vous mettez un enfant et vous mettez un adulte dans la même pièce. C'est ta vie, hein, c'est pas un problème. Et tu préfères les oranges, voilà. les clémentines. Ils se connaissent. Je suis désolé. Ils s'entendent bien. L'enfant sait qui est l'adulte. L'adulte connaît l'enfant. Et puis, l'adulte va saisir un drap blanc qui est à côté de lui. Il va le mettre au-dessus de lui. Et il va faire bouh. Et l'enfant, il va hurler de terreur. Il sait que c'est son copain, l'adulte. Et en même temps, il a envie de cette terreur. Et le rapport de Sade à la littérature, il est aussi dans ça. Et on le sent par son amour du théâtre. C'est que... Excuse. Ah non, mais attends, j'emploie le terme de délinquant sexuel. Sur sa vie privée, il n'y a aucun problème. Sade, je lui confierai pas ma sœur en vacances. On est d'accord. Par contre, la littérature, c'est de la représentation. Et la représentation, c'est une surpuissance par rapport au réel. Voilà, on revient à cette idée de tout à l'heure du monde au carré. Si on se contente de prendre ce qu'on voit autour de nous et qui est un discours formaté, on ne voit pas en fait les choses. On voit ce qu'on nous a appris à voir, tout le temps. Y compris quand on sort d'un grand roman. Chaque grande lecture modifie notre perception du monde, mais la modifie dans le champ de ce qu'on vient de lire. Et pourquoi on continue à lire des livres? C'est pour sortir sans arrêt du champ qu'on vient de se donner. Et ben, si on n'accepte pas ça avec la littérature, on tombe non seulement dans un système fascisant, mais on tombe dans un système qui va s'anémier, qui va se réduire sans arrêt. Voilà. Et les gens qui condamnent Sade parce qu'il a écrit des choses horribles, à mon avis, sont des gens qui ont peur de la vie, qui ont peur de la littérature, dans ce qu'elle porte en elle, de séditieux. Mais la sédition, c'est simplement de sortir d'une habitude. C'est pas une agressivité. Indépendamment, encore une fois, Bol, de ce que Sade a été dans sa vie réelle. Je pense qu'on va devoir passer quand même un marqueur, hein, parce que... Ouais. Je veux dire, on peut rester jusqu'au bout de la nuit pour que l'ami arrive, mais on y va. Ouais. Bon, surtout que marqueur, ça va être très court et très doux, surtout qu'on ne va pas faire de projection, mais là, pour le coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà vu La Jetée de Chris Marker. Qui est-ce qui a vu Ah ben non, pas tant que ça. Qui l'a pas vu alors? Qui l'a pas vu, ça. Qui l'a pas vu? Voilà. Ah ben c'est super. Je crois qu'il est disponible, hein, sur YouTube en œuvre en intégrale. Il dure 20 minutes. Il dure 20 minutes. Que dire d'autre? Certains considèrent que c'est un des plus grands films
de l'histoire du cinéma. Voilà, moi je le mets vraiment, en tout cas dans le cinéma français, La règle du jeu et La jetée. Je pense que c'est mes deux grands films. Voilà. Mais il y a un gag avec La jetée, c'est que c'est pas un film, c'est un ciné-roman. Qu'est-ce que c'est qu'un ciné-roman? Eh bien en fait c'est un film qui est uniquement composé d'images fixes. Quand vous regardez ce film, vous n'avez qu'un diaporama. Voilà, c'est des photos avec une voix off qui parle. Et dans le montage, dans la bande son, parce qu'il y a de la musique, du chant liturgique essentiellement, et dans la narration, c'est tellement prodigieux que ça crée du mouvement. Et j'ai toujours pensé que dans sa mécanique, ce film disait quelque chose de très important sur la mécanique de l'imaginaire, et notamment dans celle du roman, parce qu'on oublie souvent qu'un roman, ce sont des lignes, mais ce sont aussi des blancs entre les lignes. Et personnellement, par exemple, quand je travaille avec un auteur, notamment sur des premiers romans, très régulièrement par rapport à l'idée qu'on se fait du travail sur un manuscrit, il ne faut pas en ajouter, il faut en enlever. C'est-à-dire qu'il ne faut pas saturer le sens, il faut laisser la possibilité au lecteur de s'engouffrer entre les lignes pour construire le roman. Voilà. Et La jetée permet ça, parce que c'est un dialogue permanent entre cette voix off, puisqu'il n'y a personne qui parle. Il y a juste cette voix off qui raconte, et ces images. Et donc le lecteur, le spectateur, un peu comme à l'époque du cinéma muet, sauf qu'il n'y a pas de mouvement, est sans arrêt dans l'obligation d'interpréter et de mettre du sens. Et c'est là où la machine à imaginaire fonctionne. Et ce qui est très particulier dans ce livre, dans sa forme, a permis quelque chose qui est unique aussi, c'est qu'il a permis de donner naissance à un livre. Parce que effectivement, ce mécanisme-là que Chris Marker a mis en branle dans son roman, dans son film, eh ben, peut tout aussi bien fonctionner sur un livre. Et donc là, il faut rendre hommage à deux éditeurs, un que je connais qui est L'Éclat et un autre que je ne connaissais pas qui s'appelait Cargo. Et ils annoncent dans l'achevé d'imprimer ce 27e et ultime livre des éditions Cargo, et le 266e des éditions de L'Éclat a été achevé d'imprimer en mai 2007. Voilà, donc je ne sais pas ce que sont devenues les éditions Cargo et pourquoi elles ont décidé d'arrêter avec ce livre, mais c'est un pur chef-d'œuvre, parce que vous avez absolument toutes les planches, toutes les photos, je ne sais pas si c'est des photogrammes d'ailleurs, ou s'ils ont réussi à récupérer les photos originales qui ont permis de faire le film, mais vous avez tout le film, avec le texte qui est la voix off du roman, du film, je vais y arriver, et ça fonctionne de la même manière, avec quelque chose qui pour moi le rend encore plus beau, c'est que il y a quelque chose qui rendra pour moi le roman toujours plus grand que n'importe quelle autre œuvre de création, c'est que le rythme, c'est vous qui le décidez. Vous voyez un film, vous écoutez une musique, vous êtes quand même toujours dans la temporalité décidée par son créateur. Un roman, vous pouvez ralentir, vous pouvez accélérer la lecture sans arrêt. Et des fois, pour moi, ce film est très court. Il fait peut-être un peu plus de 20 minutes. Je crois que c'est une trentaine de minutes. Mais j'ai toujours eu le sentiment qu'il allait trop vite pour moi. Notamment parce que je suis amoureux de l'actrice, je l'avoue. Alors j'ai découvert un truc génial, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Elle est devenue donc l'actrice du film, parce que c'est une histoire d'amour, forcément, ce roman. Voilà, la photo la plus célèbre, c'est celle-ci du... et en fait, c'est un roman de science-fiction, et c'est impossible de vous le raconter sans détruire la magie du livre, parce qu'il y a une chute qui vous met sur le cul. À la limite, ceux qui ont vu l'Armée des 12 singes, voilà, en fait, c'est un remake de La jetée. Voilà. Ça va donner Déjà vu. Ouais. Pardon ? Déjà vu. Avec Denzel Washington. Voilà, donc je ne peux pas raconter du tout le livre, mais c'est vraiment une histoire d'amour. Et donc l'actrice qui est le moteur vraiment de tout, parce que sans cet amour qu'a le personnage masculin pour cette femme, non seulement il n'y aurait pas d'histoire, mais il n'y aurait même pas une possibilité d'histoire, parce que c'est cet amour qui donne la dynamique du livre et du film. Et bien en fait, elle est devenue la responsable du domaine russe aux éditions Verdier. Voilà, parce que... Non mais c'est fou.
Tu dis, mais comment c'est possible? Je recherche son nom parce que vous l'avez peut-être déjà invité. Hélène Châtelain. Ça vous dit quelque chose? Ben voilà, c'est la femme de La Jetée, moi. C'est comme si on me disait. Non mais invitez-la pour la prochaine libraire invitée, parce que je veux la voir, je veux la toucher, je veux la voler, je vais la kidnapper, vous savez, au cours de la séance. Parce qu'elle est bouleversante de beauté dans ce... Je vous trouve une autre photo où je la trouve. Avant ça. Vous connaissez la forêt noire? Venez voir mes estampes japonaises. Regardez son profil. C'est milieu des années 60, hein, le film. C'est une coupe années 60. C'est l'une des grandes forces, alors, c'est le cinéphage qui touche, c'est que l'une des grandes forces de Chris Marker, qui est quand même très ancré dans son temps, en matière aussi bien de thèmes que de développement physique, comme on dit dans les baroques, et en fait arrive à donner des images intemporelles. C'est-à-dire que il a fait beaucoup de cinéma engagé, il y a aussi, ils ont sorti récemment le jeu de texte dit par Yves Montand. Ouais. Putain, le pâté. Il y a des accidents de voiture comme ça, on se dit c'est dommage pour certains acteurs, pour d'autres ils prennent plus souvent la bagnole. Ça a daté. Je vais résumer pour le micro peut-être parce qu'on t'entend peut-être pas jusque là. Donc effectivement, toujours le même être biologique, Boll, s'exprimait sur Marker en disant qu'il avait une partie de son œuvre qui était très politiquement engagée, en tout cas plus idéologique et documentaire, puisqu'il a surtout fait du film documentaire. Et c'est étonnant, c'est que son œuvre finalement la plus engagée pour moi, la plus insurrectionnelle, c'est cette fiction. Voilà. Et qui n'a pas vieilli. Qui n'a pas vieilli. Voilà. Alors en plus, ça c'est un regret. Chris Marker est mort il y a quoi, 2 ans maintenant? En 2012, je crois. Ouais. Il est mort il y a peu de temps. Je pense que c'était un grand écrivain en puissance. Voilà. D'ailleurs, si jamais vous avez ça dans votre bibliothèque, je voudrais bien le lire. Il a écrit un roman au seuil à la fin des années 40, qui s'appelle Le Cœur Net. Voilà, je n'ai jamais lu, je serais très curieux de voir ce que c'est plus disponible. On le trouve d'occasion à 225 €. Voilà, c'est un peu cher pour moi. Mais dans sa narration, telle qu'il la met en place dans La Jetée, c'est parfait. Il n'y a pas un mot qui n'est pas à sa place. Voilà. Donc encore une fois, même chez Marker, quand on bascule du côté de l'imaginaire, on produit quelque chose qui, même sur la contestation, est plus efficace que le témoignage pur ou brut. Et c'est la conclusion. Alors, du coup, on peut couper le micro et on peut continuer avec Boll, qui maintenant pourra être entendu. Je voulais simplement, je ne vais pas prendre trop de temps, mais je voulais quand même dire quelques mots de livres des éditions du Tripode. Alors, j'ai eu pas de mal et beaucoup de mal à choisir, parce qu'il y a énormément de livres dont j'aurais pu parler. J'avais envie de parler de Jacques Abey, j'avais envie de parler de Kenneth Bernard, de Jonathan Webb, de Edgar Ilsenrath, mais bon, j'ai dû en choisir, donc j'en ai choisi 4. Donc le premier dont je voulais parler, c'est ce livre-là, Louis Wolfson. Donc, ma mère musicienne est morte de maladie maligne à minuit, mardi à mercredi, au milieu du mois de mai 1977, au Monument Mémorial, à Manhattan. Je ne sais pas qui l'a lu ici. Voilà, c'est un livre incroyable qui démarre par une excellente préface sur qui est Louis Wolfson, qui est assez importante pour comprendre ce livre. C'est un juif new-yorkais qui est né en 1931 aux États-Unis, donc à New York. Il était diagnostiqué dès son enfance comme étant schizophrène. Il a été interné, il a subi des traitements extrêmement violents. Interné par sa mère dans des instituts psychiatriques, il a subi des traitements violents, notamment des électrochocs. Il en a conçu une espèce de rancune à la fois pour l'espèce humaine, pour un certain nombre de groupes dans la société et pour la langue anglaise. Et donc il a appris par lui-même 4 langues, le français, l'allemand, l'hébreu et le russe. Et il porte toujours sur lui une espèce de casque avec des écouteurs, pour ne pas avoir à subir la langue anglaise et pour traduire immédiatement tout ce qu'il entend dans une des autres langues. Il a écrit ce livre en français.
Il a publié avant un livre qui s'appelle Le schizo et les langues, qui a été publié en 70, dont je parle mais je ne l'ai pas lu, qui a été préfacé par Gilles Deleuze, qui a eu un grand succès critique. Pour vous donner un peu une idée du personnage, le livre est sorti donc au moment où il y a eu une visite de Pompidou aux États-Unis. Louis Wolfson a été convaincu à l'époque que Gallimard avait fait coïncider la sortie du livre avec la visite de Pompidou, en pensant que l'auteur qui était fou allait tenter de tuer le président. Et que ça allait aider à la promotion du livre. Et que ça allait aider à la promotion du livre. Donc ça vous donne une idée du personnage, un peu de ses obsessions. Donc ce livre a été publié pour la première fois en 84, 7 ans après le décès de sa mère, donc en 77. Et il a été revu en 2011 pour la parution chez Attila, ensuite chez le Tripode. Donc ce que nous raconte Wolfson dans ce livre, c'est la maladie, l'agonie de sa mère. Donc au mois de mai 1977, il y a à la fois le journal de Rose, sa mère, des annotations sur les visites à l'hôpital, les examens médicaux qu'elle a subis entre 75 et 77, puis le récit à la première personne de l'auteur qui est complètement obsessionnel et qui est notamment totalement fasciné et obsédé par les courses et les paris hippiques. Donc quand il passe pas du temps avec sa mère, il passe ses journées à l'hippodrome de Yonkers dans la banlieue de New York. Donc il y a énormément de détails sur les chevaux, les paris, les statistiques, sur les chances de tel cheval de gagner en fonction de coïncidences numériques, allitératives. Et puis des altercations, notamment il y en a une fameuse avec un chauffeur de bus noir. Et donc je vais parler, il a une détestation en particulier des Noirs et des Juifs. On peut saisir dès le début, dès le titre, quand on voit le titre, cette dimension totalement maniaque, obsessionnelle de l'auteur. C'est un maniaque du détail, il a ce ton toujours clinique, exhaustif quand il parle de tout. Il n'élude rien, même quand il parle de la maladie de sa mère. Et puis il y a cette haine qui transpire, cette détestation envers les Noirs, les Juifs en particulier, accusés de nombreux maux dont l'appât du gain. Et il dit, je sais de quoi je parle, puisque moi-même, pariant sur les courses étant juif... Et puis la haine de la langue anglaise avec ses écouteurs. On peut penser au départ que c'est un livre relativement voyeur sur l'agonie de sa mère, mais en fait c'est surtout une mise à nu de sa pathologie. Il ne dit jamais sa propre souffrance, mais il décrit ce dont il a souffert. Et puis cette psychose, elle se dessine avec de plus en plus de précision au fur et à mesure que la maladie de sa mère se développe. Sa détestation... voilà, on a l'impression que c'est une précision indifférente. Mais en fait, même s'il est tout le temps branché sur des écouteurs, en fait, il n'arrête pas de lire des livres sur la maladie, sur le cancer, des abrégés de cancérologie, de poser des questions, d'imaginer des thérapeutiques parallèles jusqu'à la fin. Ce texte est totalement fascinant, hallucinant à plusieurs titres. D'abord par ce côté, cette écriture qui est façonnée dans les détestations, les obsessions, les allitérations. Moi, ça m'a fait un peu penser à Thomas Bernard dans la façon où c'est vraiment... mais aussi, en même temps, dans une langue très très particulière, vu la façon dont il l'a apprise, puisqu'il a appris le français par lui-même, en ayant ce système d'écouteurs. Donc il y a une langue qui est à la fois complètement obsessionnelle, mais très très poétique, qui porte comme une vague du début jusqu'à la fin. Et puis l'autre chose qui est totalement bouleversante, c'est ce lien entre le fils et la mère, qui est malgré tout ce qu'il a subi, les internements, la folie, cette obsession, le lien il est distant, mais il est toujours là. Et complètement bouleversant jusqu'à la fin, où il imagine la représentation de sa mère comme une apocalypse, enfin la représentation de la fin de sa mère comme une apocalypse. Voilà, donc c'est un livre que je ne peux que vous recommander, complètement hallucinant, absolument incroyable. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Frédéric. C'est un de mes livres préférés, Pour chaque livre, moi j'ai tendance à chercher où est le noyau dur pour comprendre s'il mérite d'exister ou pas. Et là c'était tellement évident. Parce que vous avez ce garçon qui a failli être crevé par sa mère, qui en gros découvre très vite, il a été diagnostiqué schizophrène dès l'âge de 4 ans je crois. Et donc il essaye par tous les moyens de s'en débarrasser, qu'il le met dans un hôpital psychiatrique où il subit une cure, on va dire à la Artaud, donc les électrochocs très violents. Il en ressort de manière miraculeuse. Mais avec une haine de sa mère et donc de sa langue maternelle. Il construit tout un système délirant de langue pour ne plus entendre parler l'anglais et ne plus entendre parler sa mère. Et en même temps, quand sa mère meurt, c'est un séisme, parce que c'est sa mère quand même. Et donc il écrit ce texte pour régler ses comptes avec tout ça. Et en fait, tout le texte est une sorte d'élégie, un tombeau qu'il crée à sa mère, où il va mettre à la fois toute sa folie et tout son amour. Et j'avais jamais vu un truc pareil.
Donc ensuite, dans un registre extrêmement différent, je voulais vous parler du nouveau roman traduit de Andrus Kivirec. Donc on l'avait découvert l'année dernière avec L'homme qui savait la langue des serpents, qu'on a adoré. Voilà, on retrouve donc le monde fantastique de Kivirec au cœur d'un village dans la forêt estonienne. Très différent, donc c'est Les Groseilles de novembre. Le roman se déroule du 1er au 30 novembre. Chaque chapitre correspond à un jour. Donc en Estonie, le mois de novembre, c'est une saison rude, rigoureuse. Il y a les conditions climatiques qui sont en général la bruine, les boues, la pluie, la neige qui sont mentionnées en début de chaque chapitre. Mais malgré ça, c'est un conte vraiment féroce, très drôle, toujours avec ce sens très aigu de l'autodérision vis-à-vis des Estoniens qui caractérise Kivirec. Donc le sous-titre du livre, c'est Chronique de quelques détraquements dans la contrée des Krates. Et donc, c'est surtout une galerie de personnages fantastiques. Et il y a notamment ces fameux personnages, les Krates, qui sont des marionnettes, qui sont construites, enfin des marionnettes, des personnages qui sont construits de briques et de broc avec différents matériaux par les villageois, qui concluent un pacte avec le diable pour les doter d'une âme. Et les propriétaires, les villageois, emploient essentiellement ces Krates pour aller voler de la nourriture, du bois de chauffage et des objets de valeur à leurs voisins. Donc dans ce village où on croise toutes sortes de personnages, les villageois se volent tous les uns des autres, avec l'aide de leurs Krates s'ils en ont un, ou sinon seuls. Et ils doivent se méfier de leurs congénères, mais ils doivent surtout se méfier des démons qui hantent la forêt, des bêtes sauvages, et du diable qui s'appelle dans le roman le vieux païen. Cela dit, le diable, bon, il est là, il essaie d'avoir leur âme avec le pacte qu'il peut signer avec eux, mais il est plutôt stupide et il se laisse facilement berner par ses habitants. Ces habitants qui sont pour l'essentiel prêts à se mettre au service du diable ou de Dieu s'ils peuvent en retirer quelques bénéfices. Et puis il y a aussi le baron, donc le seigneur local, qui lui se fait voler par tout le monde. Alors, il y a ceux qui le volent, qui essaient d'accumuler un maximum de richesses, et puis ceux qui refusent d'avoir quoi que ce soit à faire avec le baron local. Donc c'est une galerie de personnages très très surprenants. Il y a les défunts qui reviennent le 2 novembre, le jour des morts, pour se goberger d'un bon repas dans leur ancienne famille, pour prendre un bain de vapeur. La sorcière qui retrouve les objets des disparus dans le village, qui prépare des poisons et qui a des chats qu'elle se fait voler, qui sont vendus ensuite à prix d'or au baron. Enfin bon, il y a toute une galerie de personnages, c'est extrêmement drôle. Ça s'inspire à la fois du folklore estonien, des traditions, et puis de l'arrivée tardive du catholicisme, qui est vraiment tourné en dérision. Voilà, c'est une fable vraiment truculente, très drôle, et qui se dévore du début à la fin avec beaucoup de plaisir. On retrouve à la fois une âme d'enfant, c'est une fable truculente, on se moque des bizarreries des adultes. Voilà, je vous recommande cette lecture. Et L'homme qui savait la langue des serpents aussi. Dans un registre complètement différent, L'homme qui s'aime de Robert Alexis. Difficile d'enchaîner de Kivirec à Robert Alexis. Il y a une phrase dans ce livre, pour moi, qui résume vraiment tout ce qui le parcourt. Cette phrase, c'est « Vous ne pouvez être ce que vous devez être qu'après avoir plongé dans l'excès où se tisse toute chose. » Voilà, ça résume bien ce qu'il y a dans ce roman de Robert Alexis, donc, qui est son 9e roman, qui est paru début septembre. Il revient donc aux sources de son œuvre, à son premier roman qui s'appelait La Robe, qui est paru en 2006, et il déploie ici ses thèmes de façon beaucoup plus extrême, beaucoup plus ample. Donc le livre se déroule à la fin du 19e siècle, je pense, dans le milieu du Paris mondain, et son héros, donc, c'est un jeune homme riche, et surtout qui est d'une beauté absolument parfaite, comme une statue, et cette beauté elle est tellement incroyable qu'elle le met vraiment à l'écart du monde. Au début du roman, il y a cette phrase « Ma beauté allait jusqu'à créer de la gêne chez mes 2 parents, qui, rougissant lorsqu'ils avaient à s'adresser à moi, faisaient tout pour m'éviter. » Cette beauté est à la fois divine et mortifère, et le roman est comme ça. Donc cette beauté, elle l'empêche d'aimer tout autre individu que lui-même, mais son destin donc va être bouleversé au cours d'une de ces soirées mondaines parisiennes, où là, une comtesse qui est plus âgée que lui, une de ses amies, vont l'entraîner à l'écart et vont lui faire vivre une expérience très particulière qui va lui faire franchir une ligne et lui révéler, faire éclater son identité, lui révéler, changer complètement l'image qu'il a de lui-même, de ses aspirations, et lui révéler des aspirations extrêmes, à la fois pures, masochistes, perverses, ses passions. Je veux vraiment pas dire grand chose sur ce livre, parce que je pense qu'il faut le lire. La langue est magnifique.
C'est un livre qui vous emmène à la fois en paradis et en enfer, qui est tout le temps au-dessus d'un précipice, qui est en chasse à la fin divers récits qui viennent s'intégrer. Et ça montre en fait l'obsession d'un homme qui explore ses passions les plus perverses. Une grande partie du roman se déroule en Italie, dans les Pouilles et ensuite à Naples, la Vénéneuse. Et ça montre cette histoire d'un homme qui explore des passions jusqu'au bout de la perversité pour accoucher de qui il est véritablement. J'ai pas du tout envie d'en dire plus. C'est Lucie qui est une grande fan du texte. Tu veux dire quelque chose, Lucie? Oui, simplement que si on lit les articles des médias, vous verrez que tout de suite on parle beaucoup de la question du genre, qui est effectivement la question au premier degré, qui est vraiment posée dans le roman. Et je crois que ce roman il va très loin, il interroge vraiment la multiplicité de nos possibilités, quoi, dans un sens extrêmement large. Après, les moyens que lui utilise pour y parvenir, c'est une chose, et c'est vrai que pour lui, il va au bout de la perversité, mais ça interroge beaucoup. C'est un roman d'introspection, donc ça nous renvoie à notre propre introspection sur est-ce qu'on se pose encore les questions, comme disait Fred tout à l'heure, est-ce qu'on repousse les limites de notre imagination, est-ce qu'on arrive à voir notre propre hors-scène, en fait. Moi, j'ajouterais juste, puisque c'est deux femmes qui viennent de s'exprimer, pour un homme, ce qui est génial, c'est que vous donnez vraiment une femme. Quand vous lisez ce texte, puisque le personnage va faire l'expérience de sa féminité en étant un homme au départ. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà, fin de la parenthèse. Voilà, et bon, j'adore tous ces livres, hein, mais bon, je vais quand même parler de celui-là. L'ancêtre de Juan José Saer. Voilà. C'est un grand romancier argentin qui est né en 1937, qui est disparu en 2005, qui je crois est très peu connu en France alors qu'il est très connu internationalement. Donc réédité par l'Ancêtre, il y a l'apparition d'un nouveau roman qui est prévu en janvier prochain sous le titre Glose. Je suis très, très contente. Ce roman, donc, il a été publié pour la première fois en 82 en Argentine, en 87 en France, avec cette traduction qui est absolument incroyable de Laure Bataillon. C'est une sorte de conte métaphysique. Dès la première phrase, ce livre, il imprime vraiment en vous une sensation inoubliable. Ce texte, il lui a été inspiré par l'histoire d'un navigateur qui s'appelait Juan Díaz de Solís, qui a débarqué donc au début du XVIe siècle, en 1516, sur les rives d'un fleuve, le Rio de la Plata, dans une région donc de l'Amérique du Sud qui est entre l'Argentine et l'Uruguay. Donc le roman se déroule à peu près à cette période, même si c'est pas dit. Le roman est raconté donc 60 ans plus tard, et le narrateur à l'époque c'était un orphelin qui avait une quinzaine d'années et qui s'embarque comme mousse sur un bateau en partance d'Europe et qui va donc accoster de l'autre côté de l'Atlantique sur les rives d'un grand fleuve du continent sud-américain. Et là, quand il débarque aux abords de ce fleuve, tous ses compagnons sont massacrés sauvagement par une tribu d'Indiens et dévorés dans une orgie cannibale. Lui est le seul à être épargné et il va vivre pendant 10 ans aux côtés de ces Indiens. Des Indiens qui sont en général pudiques, chastes, sobres, mais qui une fois par an sombrent dans ce chaos, ce massacre, l'orgie, le cannibalisme, et un épisode qui les laisse chaque année au bord de l'anéantissement. Donc il raconte cette histoire 60 ans plus tard, il a 75 ans, et ce qui est extraordinaire, c'est que les souvenirs sont pour lui d'une netteté absolue. Il cherche à transmettre donc la mémoire de ces événements hallucinants qui ont été et qui sont toujours le centre de gravité totale de sa vie. Voilà, il est là pour transmettre la mémoire de cette civilisation, de ces Indiens qui étaient là pour qui le monde était comme quelque chose en équilibre, et ils étaient les gardiens de la porte du chaos avec cet événement qui arrive et qui finalement sont vaincus par des Européens. Voilà, donc il veut à la fois témoigner de cette civilisation et tenter de déchiffrer l'expérience qu'il a vécue. C'est un livre absolument extraordinaire. On a l'impression, quand on le lit, d'assister à la fois à la naissance du monde, à sa destruction, au travers de la destruction de cette tribu tragique d'Indiens. À la fois, ça raconte évidemment les violences de la colonisation. C'est un roman inoubliable pour moi, vraiment un conte philosophique splendide, dans une langue extraordinaire, je l'ai dit, avec la traduction de Laure Bataillon, et qui nous raconte les origines, la chute et le dénuement de la condition humaine. Voilà. Donc je vous conseille de l'acheter, de l'offrir. Merci.